Madame, monsieur, bonsoir. Désolé pour ce léger retard au démarrage. Nous allons définitivement commencer cette émission. Carte sur table, 21h, 23h. Sur STV, nous sommes en direct depuis Douala. 2 thèmes, 4 panélistes. Ce soir, carburant. Derrière l'augmentation couvre une crise sociale, vous le savez très certainement. Les prix des carburants, notamment le super et le gazole, ont monté depuis vendredi dernier selon une décision gouvernementale. Cet après-midi, pas moins de 4 ou 5 ministres étaient face à la presse pour expliquer les contours de cette décision et surtout des mesures d'accompagnement. On parle de 5% d'augmentation des salaires des fonctionnaires. On parle des négociations avec le secteur privé, le secteur des syndicats, les transporteurs notamment, qui eux annoncent une grève dès le 14 février 2024 si rien n'est fait dans le sens évidemment d'améliorer leur marge bénéficiaire. Cela dit, nous avons ce soir Michel Méchou-Moussala, bonsoir. Bonsoir Dipita, bonsoir aux panélistes. C'est un plaisir pour moi parce que c'est pratiquement quelques mois où je ne suis pas passé sur cette émission. Je pense que nous amènerons le meilleur de nous-mêmes pour essayer d'étayer la lanterne de nos concitoyens qui sont des millions à voir cette émission tous les mardis. Journaliste et directeur de publication, merci de l'amitié que vous nous faites. Je dis également bonsoir à Samuel Yves Andy. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir aux copanélistes et surtout bonsoir à mes camarades de parti qui sont sur le terrain pour les inscriptions sur la liste électorale qui est l'un des éléments fondamentaux de notre mouvement qui continue à interpeller les Camerounais pour être quand même, montrer le côté démocratique et la seule issue possible pour une transition dans la paix au Cameroun. L'inscription sur la liste électorale, le vote et la surveillance du vote. Vous êtes du PCRN. André Luther Meka, bonsoir. Bonsoir et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir de représenter le RDPC, le Parti de l'intégrité nationale, le Parti de la paix et de la cohésion. Et je voudrais remercier tous les Camerounais qui ont fait du Cameroun un havre de paix et qui sont derrière le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui est un monument mondial par rapport, n'est-ce pas, à sa gouvernance, à son expérience. Bonsoir enfin à Emmanuel Kounié. Bonsoir M. Dipita, bonsoir à mes companistes que vous venez de présenter, bonsoir surtout à mes amis politiques qui sont sur le terrain. Je vous souvenez qu'en 2020, nous ne sommes pas allés aux élections. Certains ont vite fait de nous traiter de petits partis et de raconter des songes de nuit. Mais je voudrais dire à ces gens-là que cette fois, ils seront servis. Nous sommes sur le terrain. Nous étions sur le terrain toute l'année dernière pour les inscriptions sur les listes électorales. Nous faisons un peu la révision cette fois-ci. Nous étions d'ailleurs à Manoka mercredi dernier. Et je dis comme ça un bonsoir à nos militants de Manoka avec qui nous avons eu un entretien, avec qui nous avons travaillé toute la journée de mercredi de la semaine dernière. Et je leur dis de continuer le travail que nous leur avons donné parce que nous allons prendre le pouvoir au Cameroun, nous allons entrer à Itoudi, même s'il faut passer par la mer, nous avons bravé la mer pour aller à Manoka. Et je voudrais dire que même s'il faut passer par la mer pour entrer à Itoudi, nous irons passer par la mer. Alors autant vous irez par tous les moyens, quels que soient les moyens. Par tous les moyens conventionnels. Nous ne sommes pas là pour faire comme les autres qui utilisent des armes, qui jettent les gens en prison, qui bagarrent dans les rues, qui font du tapage, qui font des choses extraordinaires. Nous pensons que nous allons pouvoir arriver à Itoudi dans la paix et par les urnes. On prend donc la transition et on entame avec le premier thème. Alors le thème il est intitulé Carburant, derrière l'augmentation couvre une crise sociale. Monsieur, à l'observation d'abord, vous, quand vous sentez le climat social en ce moment, je l'ai dit, je veux dire que sur d'autres... à l'occasion d'autres débats, notamment cet hebdo avec les Larènes Ganzu, on a davantage parlé des questions techniques autour du carburant, augmentation et tout ça, les taxes, mais ici on va davantage interroger l'aspect sociopolitique des enjeux de cette augmentation. Alors la première question était de savoir, quand vous marchez dans la rue, le retour que vous avez, qui c'est peut-être de vos parents proches ou lointains ici dans le Cameroun, quelle perception avez-vous du climat social en ce moment, au lendemain de cette augmentation des prix du super et du gazole? Samuel Yves. En fait,
la situation sociale est un peu plus tendue parce que les gens ont très mal perçu. Déjà, on connaît la situation économique des ménages depuis presque 2 ans aujourd'hui. On sait que le panier de la ménagère souffre abondamment avec l'inflation démesurée. On sait exactement que déjà la question de la Covid avait été évoquée pour expliquer que lorsque le gouvernement expliquait ce pourquoi la vie difficile et saluer la résilience des populations. On a également vu avec la guerre en Ukraine, avec la Russie, comment le gouvernement est revenu expliquer encore ce pourquoi les populations devaient encore subir. Mais avec cet élément de l'augmentation pour une deuxième fois des prix du pétrole, du carburant, je veux dire, on se rend de plus en plus compte que les gens en ont marre. C'est-à-dire que c'est un ras-le-bol. Déjà que on a une sorte de situation dans notre pays où le ministère du Commerce est totalement absent. Il est un ministère qui vit dans ses bureaux à Yaoundé. Comment ça? Avec la corruption qu'on voit. Même les agents qui sont censés être sur le terrain pour le contrôle des prix ne font pas leur travail parce que tous les prix ont flambé sans toutefois arrêter. Parce que jusque-là, le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère du Transport, ne nous ont pas encore dit exactement quels sont les prix à appliquer pour la situation du transport. Mais je vous assure, lorsque je pars de la Cité des Palmiers pour arriver ici à vos studios, j'ai payé 2000 francs. Ça veut dire que c'est l'explosion totale du prix, par exemple, de transport. Ce soir? Oui, ce soir. J'ai payé 2000 francs. Vous avez dit Cité les Palmiers à... Cité de Palmiers jusqu'au niveau des épaules. Vous avez pris quoi, une moto? J'ai pris une moto. 2000 francs. Oui. Donc, et ce n'est pas blagué. Je dis, c'est extrêmement... La situation est... Je pense même que... Il y a un papa qui me disait hier soir que je crois qu'à la sortie du régime de 82, il y aura une sorte de détraqués mentaux qui seront partout dans les rues parce que les gens ne se seront plus, comment je peux dire, arborer la capacité de cette résilience dont le gouvernement a tant chanté. On parle de résilience, mais les populations sont fatiguées. La seule chose dans laquelle les gens savent s'enfoncer aujourd'hui, c'est l'alcool. Et parfois même, ça n'aide pas. Les ménages ne s'en sortent pas, les familles ne s'en sortent pas. Lorsque vous avez à payer autant en termes de transport, imaginez, pour ce qui est le panier de la ménagère, aller dans les marchés, le kilogramme du maquereau va également augmenter. D'accord. D'ailleurs, hier, on en parlait déjà au niveau d'un autre média où j'étais sur le plateau, où je montrais que nous sommes déjà à 1800-1900 de kilos. Et on sait qu'avec le temps, ça va encore augmenter. Donc, il y a une flambée des prix qui ne permet pas aux populations, alors aux Camerounais lambda, de pouvoir s'en sortir, sauf s'il est incorrompu, incorruptible, ou alors... Vous voulez dire qu'il n'y a personne qui essaye de patauger hors de l'eau, au-delà de cette inflation, sans forcément... Non, celui qui peut dire aujourd'hui au Cameroun qu'il peut s'en sortir avec cette inflation, avec des mesurettes qui viennent d'être arrêtées, je pense que c'est, comme je l'ai dit à la fin de mon propos, soit c'est un corrompu, un corrupteur ou un corruptible. On ne peut pas s'en sortir avec les salaires qu'il y a aujourd'hui. Déjà qu'on sait que moins de 350 000 Camerounais sont enregistrés à la fonction publique. Lorsqu'on parle d'augmentation de 5%, c'est pour quelle population, c'est pour quelle marge? Et combien sont dans le sous-emploi, qui n'ont même pas la capacité d'avoir un contrat de travail? Qui va les augmenter? André Luther Meka, vous, à l'observation, quand vous interrogez le climat social en ce moment, vous dites? Disons que c'est un sentiment mitigé. Mitigé dans le sens où les Camerounais étaient préparés à cette hausse des prix. Je crois que le chef de l'État, dans son discours du 31 décembre 2023, avait donné le là en disant que l'État n'avait autre choix que d'augmenter le prix du carburant, qui était naturellement, selon les chiffres qui ont été donnés par le chef de l'État, de 1000 milliards à 640 milliards, et qu'il faudrait naturellement que l'État puisse, n'est-ce pas, se requinquer, se revitaliser, en pouvant, n'est-ce pas, alléger la tâche. Je crois que
il y a également une incertitude. Une incertitude qui est tout à fait normale parce que ces mesures des prix s'accompagnent notamment aussi de l'encadrement au niveau des prix et de l'encadrement, n'est-ce pas, au niveau d'un certain nombre de mesures qui accompagnent, n'est-ce pas, cette hausse d'augmentation. Vous avez évoqué les 5%. Il y a d'autres mesures, toute une batterie de mesures qui sont annoncées et les Camerounais sont à l'attente, n'est-ce pas, de ces mesures-là. Donc, je crois que l'opinion, je n'ai pas fait un sondage, j'ai divisé en deux plans, le patriotisme économique, ceux qui soutiennent, qui attendent, n'est-ce pas, ces mesures, tout en espérant que ces mesures vont certainement alléger le panier de la ménagère. C'est vrai qu'il y a eu un peu de la surenchère verbale ici en disant que les prix ont flambé. Les prix sont restés presque identiques par rapport, n'est-ce pas, à la période où il y avait une certaine flambée. Il n'y a pas eu d'autre augmentation des prix. Je voudrais préciser, je l'ai toujours dit, que le ministre du Commerce est à l'œuvre, puisque naturellement, il a été constaté dans les réseaux sociaux qu'il y a eu un communiqué qui ramenait, n'est-ce pas, les transporteurs urbains et interurbains à l'ordre, en se disant d'attendre, n'est-ce pas, les mesures qui seront prises et les accompagnements pour pouvoir hausser les prix. Donc, naturellement, l'atmosphère n'est pas aussi lourde. Je crois que les Camerounais sont dans l'incertitude, parce qu'il faut dire ça comme ça, dans l'incertitude de ce qui adviendra à cette hausse-là. Et il y a des commerçants véreux qui ne sont pas dans le patriotisme économique, qui en profitent pour, n'est-ce pas, augmenter les prix. Et là, je crois que le gouvernement va faire son travail, c'est-à-dire essayer, n'est-ce pas, d'encadrer, d'homologuer des prix, de faire le contrôle en attendant que ces mesures puissent arriver. Et je crois qu'à la fin de l'émission, nous allons aussi apporter, n'est-ce pas, d'autres niches, apporter d'autres solutions pour qu'il n'y ait pas seulement une sorte de fixisme ou de fixation sur, n'est-ce pas, le carburant comme moyen de rentabilité de l'économie camerounaise. Michel Moussala, sur l'observation que vous faites de l'environnement sociopolitique en ce moment, social notamment. Écoutez, je vais faire une analyse froide, parce que tenu par le métier que j'exerce, je suis journaliste et je pense que nous vivons en société et nous avions un certain nombre de choses que nous observions tous les jours. Et je pense, en ce qui me concerne, que ce que nous vivons depuis quelques jours ne peut pas s'apparenter à quelque chose d'un climat très apaisé, comme j'entends le dire certains de mes panélistes. Il faut reconnaître que la situation est tendue, parce qu'il y a quelques ombres d'explications qui devraient être données aux citoyens, afin qu'on en arrive à ce qui est de l'augmentation des prix des hydrocarbures dans notre pays. Il faut pouvoir expliquer aux Camerounais qu'est-ce qui nécessite cette augmentation. Parce que l'augmentation, on nous parle de la dette extérieure et que chacun de nous prend cela comme une espèce d'invention. Parce que depuis 12 ans, nous vivons un contexte d'augmentation stylée, avec beaucoup de style. J'ai vécu l'augmentation de la diminution du volume de la bière et les prix sont allés crescendo. Nous avions vu le volume de la bière à partir de 70 centilitres à 60. C'est une taxe, c'est une forme. On nous disait que nous étions en crise et que la dette extérieure ne nous permettait pas de maintenir les prix de la bière si nous ne passions pas par cette astuce. Est-ce que les gouvernants, le système en place, essaient d'expliquer aux Camerounais ce qui est utile pour que nous comprenions nous aussi qu'est-ce qui nécessite un peu cela. On peut, à l'approche, se poser plusieurs questions. Et de ces questions ressortent quelle est la dette exacte du Cameroun auprès des bailleurs de fonds au jour d'aujourd'hui. Nous n'avions jamais ressorti le budget annuel. Quand les députés se réunissent, ils n'en ressortent nulle part qu'on nous dise que voici ce que le Cameroun a comme dette extérieure. Et quand vous faites des rapprochements, vous vous posez bien la question de savoir cette dette extérieure dont le Cameroun subit aujourd'hui,
quels sont ceux qui l'ont conforté? À quoi a-t-elle servi? Est-ce que ça a permis une émergence, je veux dire une émergence économique au Cameroun, pour que nous en soyons à assumer ce qui pourrait être pour des générations futures une super dette? Alors, moi je fais des observations. Ce qui est évident, c'est qu'il y aura des dégâts collatéraux. Et c'est de ça qu'il s'est agi aujourd'hui. On ne peut pas nous dire aussi simplement que les Camerounais, dans leur résilience, s'il y en a eu une, il y en a eu deux, la troisième est de trop. Parce que, d'une manière ou d'une autre, qui peut comprendre que nous ne soyons pas dans la posture de nous faire des éléments économiques, macroéconomiques, qui nous démontrent que voici ce que le Cameroun a pris comme engagement, voici ce pourquoi les engagements pris par le Cameroun, à quoi ça a servi, pour que nous puissions arriver au stade où nous en sommes aujourd'hui. Il ne faut pas jouer à la fine bouche. Je pense que le climat est tellement tendu que la sortie de 5 ministres tout à l'heure, l'argumentaire utilisé par 5 ministres, ne nous ont pas permis de comprendre exactement de quoi est-ce qu'il est question. Il faut dire les choses comme elles sont, parce que, d'une manière ou d'une autre, c'est depuis 1996 que le mécanisme de nous présenter les bailleurs de fonds comme étant la cibelle de nos problèmes existe. Parce que les gens sont venus, des individus se sont présentés, et ils ont dit que la formule la plus meilleure, la plus idéale pour que nous sortions de la situation, c'était la privatisation. Nous avions tout privatisé. Ils ont tout pris. Et nous avions vu à quoi la privatisation nous a servi. Des entreprises qui, ma foi, étaient des entreprises de souveraineté, ont donné leur portefeuille. Les gens ont utilisé ce portefeuille pour en faire ce qu'ils veulent. D'accord. Pour que nous en soyons aujourd'hui à nous dire que toute autre forme de crise qui s'opère est une émanation de la Banque mondiale et du FMI. D'accord. Emmanuel Kougny, la première question avec vous, à l'observation du climat social. Oui, à l'observation du climat social, les gens ne comprennent rien du tout. Ils se demandent dans quelle sauce on va les manger. Et je voudrais dire que c'est très maladroit de la part du gouvernement de développer des attitudes comme celle-là. Parce que quand vous voulez faire ce genre de choses, c'est-à-dire que vous voulez augmenter les prix, si vous pensez qu'il y a des mesures d'accompagnement qui doivent, n'est-ce pas, être mises en œuvre, vous mettez tout ça dans un package. Et puis, vous lancez ça une fois. Vous n'augmentez pas d'abord les prix et vous dites que vous êtes en train de faire des réunions. Ah non, on attend. Mais pendant qu'on attend, on paye le carburant. Et moi, c'est très injuste, c'est même déloyal. C'est pas honnête du tout de la part de ceux qui nous gouvernent. Ça ne se passe pas comme ça nulle part. Il faut noter que nous sommes dans une zone économique qu'on appelle la CEMAC. Et le Cameroun représente 51% comment dirais-je, du PIB. Du PIB de cette zone. Donc nous sommes le pays le plus qui pèse lourd. C'est vrai que leader. Nous, quand on exporte tout en brut. Nous, on transforme presque rien. On transforme il y a quelques petites transformations, mais notre PIB provient de ce que nous vendons, n'est-ce pas, des matières premières. Et nonobstant tout cela, nous avons moins de 30 millions d'habitants. Et nous avons un SMIC de l'ordre de 41 800, je ne sais pas combien, 875 francs. Le carburant va coûter autour de 840 francs de litre aujourd'hui. Super. Oui, super gasoil. Les deux, c'est autour de 800, 840. D'accord. Alors quand vous prenez le Gabon, le SMIC c'est à 150 000 et le même carburant pour 650 francs le litre. Vous prenez la Guinée équatoriale, le SMIC c'est 128 000, le même carburant pour 450 francs le litre. Alors, les gens nous disent qu'ils étaient obligés d'augmenter. Non, ils n'étaient pas obligés d'augmenter. Pourquoi? Parce que nous sommes endettés. Et notre vrai problème, c'est que nous sommes, le président de la République l'a dit d'ailleurs lors de son discours, nous avons un déficit extérieur qui est énorme, près de 1500 milliards. Mais nous avons aussi un déficit budgétaire, c'est-à-dire que nous finançons notre budget par la dette, une dette de près de 1500 milliards, 1400 et poussières de milliards également. Ça veut dire que le cadre de notre budget, c'est la dette. Et quand nous nous trouvons dans cette situation, les bailleurs de fonds sont là pour le recouvrement, c'est-à-dire que le FMI est là pour faire le recouvrement et ils nous demandent de prendre toutes les mesures pour qu'ils puissent rentrer
puisqu'ils peuvent faire ce recouvrement-là. Parce que cet argent, nous avons pris chez les gens, nous devons rembourser, il y a des échéances, etc. etc. Mais le principe, c'est quoi? Le principe, c'est que quand nous sommes un pays sous-développé, un pays non structuré comme nous le sommes économiquement, quand nous sommes en situation de crise, on nous demande, on nous impose des mesures d'austérité. Chez les autres, chez les Occidentaux, on leur impose plutôt des mesures de relance parce qu'ils ont les routes, ils ont l'énergie, on leur met une masse d'argent pour leur permettre de réchauffer l'économie. Mais nous, on nous dit, réduisez votre train de vie, diminuez ce que vous utilisez, mangez moins, etc. pour que le surplus permette de payer la dette. Mais en ce moment, vous ne pouvez pas être dans un pays comme celui-ci et créer un gouvernement pléthorique de 64 membres et penser que vous allez dire aux gens que vous augmentez le prix du carburant. Parce que quand vous regardez, le Nigeria a 213 millions d'habitants, 36 États. Le Nigeria a 44 ministres. L'Allemagne a 83 millions d'habitants, l'Allemagne a 16 ministres. Autant de Mme Merkel, c'était 16 ministres. La France même a 68 millions d'habitants. Le gouvernement de Mme Elisabeth Borne était de 45 ministres. Donc, 63 ministres, 64 ministres, c'est pléthorique. Ce qu'on aurait dû faire, si le pouvoir voulait vraiment réduire le train de vie de l'État, on peut diminuer ces portefeuilles ministériels-là, même à 30. Quelle incidence? L'incidence, c'est que tout l'argent qu'on dépense, tous les traitements qu'on envoie là-bas, tous les véhicules, tout ce qu'on dépense là-bas, parce que le traitement d'un ministère, c'est énorme. On doit économiser beaucoup, n'est-ce pas, si on réduit la taille du gouvernement. Ce gouvernement pléthorique est un gouvernement budgétivore. Vous n'avez qu'à regarder le budget, vous voyez comment le budget de fonctionnement est presque est beaucoup plus grand que le budget d'investissement. Et il faut chercher comment faire. Mais ce que le gouvernement fait là, ça c'est la brimade. C'est-à-dire venir dire aux gens que vous augmentez le prix du carburant. Et quand on regarde la structure des prix du carburant, on se rend compte que c'est truffé de taxes. Le carburant lui-même, il arrive à 324 francs le litre et on se retrouve à le payer à 840. C'est-à-dire qu'on a plus de 500 francs de taxes. Et puis, quand vous regardez la nomenclature, c'est-à-dire que la structure des prix, il y a même des histoires comme de taxes spéciales, 110 francs. Taxe spéciale veut dire quoi? Pourquoi on ne peut pas enlever cette taxe spéciale-là? La taxe spéciale, c'est pour faire quoi? Donc, moi, je crois que c'est pas juste de faire des choses comme ça, parce que ça va mettre les Camerounais en difficulté. L'augmentation des prix va être systématique. C'est-à-dire que c'est mécanique. Vous ne pouvez pas dire que vous allez contrôler les prix. Quand vous allez, par exemple, à Soleil, vous payez votre régime de plantain, vous voulez aller à Loum, il n'y a pas de route. Vous forcez comme vous pouvez, si vous avez votre voiture, vous la cassez, vous mettez le carburant, et après, vous essayez de voir le prix de revient par rapport à ce que vous avez subi comme peine pour porter votre plantain. Alors un monsieur sort du ministère, il dit que le ministre de je ne sais pas quoi, il dit qu'il fixe les prix. Il fixe les prix, est-ce qu'il est au champ? Comment est-ce que lui fait pour fixer les prix? La structure des prix dépend, n'est-ce pas, des charges qui rentrent, n'est-ce pas, dans la production, dans le transport et dans tout ce qu'il y a. Donc il ne faut pas dire des choses qui n'ont aucun sens. Même s'il vient fixer les prix, il ne fixera pas les prix de manière à ce que les gens commencent à le suivre dans un pays où on n'a pas de route, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, Maintenant, le carburant s'enflamme. Fatalement, les prix vont augmenter. C'est-à-dire qu'il ne faut même pas chercher par mille moyens. Les prix vont augmenter. Et dès que les prix vont augmenter, parce que même les bus qui transportent les gens, pour le transport interurbain, qui transportent les gens pour aller à l'ouest, à Yaoundé, etc. Mais les routes sont tellement bousillées que quand vous voyez les prix, on tient compte de tout ça. C'est-à-dire que quand vous rentrez d'un voyage, vous mettez la voiture en révision et tout ce que vous payez là, vous remettez dans les prix, sinon vous allez fermer boutique. Donc il ne faut pas que les gens fassent comme si ils peuvent rester quelque part à Yaoundé, ils sortent et disent que nous disons que ce prix est comme ça. D'ailleurs, dans d'autres pays, quand on veut lutter contre la hausse des prix, c'est-à-dire qu'on divise le prix en deux. Les producteurs ont leur prix, on s'entend avec eux, quel est votre prix, ils donnent leur prix. On lutte maintenant contre les prix de la spéculation. Parce que quand ils ont vendu, les gens qui revendent, ils augmentent, on discute avec eux et puis on fixe les prix pour cela. Mais le producteur, lui, qui sort de son champ avec son produit ou bien qui produit, qui fabrique quelque chose, vous ne pouvez pas venir lui demander de baisser le prix. Parce que le prix, c'est les coûts qui entrent, n'est-ce pas, dans la production. Et les salaires, c'est ça qui lui permet, n'est-ce pas, de constituer les prix. Donc, moi, je crois qu'il fallait trouver une autre solution. Parce que c'est excessif, ce prix, 840 francs le litre de carburant. Moi, je crois que c'est exagéré. Et je vous ai donné les prix qui sont pratiqués chez les voisins. Et vous voyez bien que là-bas, même les salaires sont beaucoup plus élevés
Et moi, je ne comprends pas, je ne peux pas comprendre que notre pays soit arrivé à ça. Et ceux qui nous gouvernent doivent réfléchir un peu et comprendre que la voie qu'ils prennent là, c'est-à-dire qu'ils sont en train d'aller vers un culte de ça. Encore que toute cette dette, comme a dit M. Moussala, toute cette dette provient de la mauvaise gestion. Ça provient de la mauvaise gestion parce que quand nous avons atteint le point d'achèvement en 2026, on nous a dit, gérez votre économie, on nous a donné 1400 milliards remise de dette. De 2006 à 2016, on a bousillé tout ça et on s'est retrouvé en difficulté parce qu'on a commencé 15 projets structurants à la fois, on est allé dans tous les sens. Le FMI est arrivé ici, ils sont venus en mission, ils nous ont dit, on ne commence pas, Madame Christine Lagarde, on ne peut pas mettre en œuvre 15 projets structurants à la fois. Vous avez dû commencer 2-3 projets, achever ces projets, les mettre en service et continuer. Maintenant que vous avez fait ce que vous avez fait là, vous ne pourrez pas rembourser la dette pendant que aucun projet n'est mis en service. Donc, nous sommes obligés de venir vous soutenir. Et ils ont posé comme condition soit la dévaluation, soit vous revenez au Fonds monétaire international. Et nos dirigeants ont préféré rentrer au Fonds monétaire international pour des programmes qui ne sont pas des programmes de relance économique, pour des programmes qui nous permettent tout simplement, n'est-ce pas, de ne pas être en cessation de paiement. C'est-à-dire quoi? Quand ils disent un programme qui s'appelle Faciliter et élargir le crédit, ça veut dire qu'on vous surveille. Vous avez peut-être 90 milliards, comme M. Moutazé a dit en septembre dernier, qu'ils ont payé 98 milliards au Fonds monétaire international et qui sont à date de leur remboursement. Vous dites que vous avez 98 milliards à payer. Maintenant, pendant que vous travaillez, si à un moment donné, vous n'arrivez pas à payer le salaire des fonctionnaires qui est de près de 90 milliards de poussières par mois, vous avez 80, ils vous donnent une petite rallonge de 10 milliards. Donc, ils vous mettent sous perfusion pour vous permettre de vivre afin de rembourser la dette. Et l'émergence dont on parlait, c'est oublié. Nous avons déjà quitté les rails de l'émergence. Parce que nous sommes descendus, et il faut qu'on remonte, nous se stabiliser avant de repenser à l'émergence. Donc, que ceux qui nous gouvernent comprennent qu'ils ont échoué et que la solution n'est pas de venir faire du bricolage du genre, on augmente les prix du carburant. Ça ne peut rien donner, cette affaire-là. Ils vont encore augmenter le prix. D'ailleurs, ils ont augmenté il n'y a pas longtemps. Ils sont encore augmentés, ils vont encore augmenter. 2 augmentations en un an. André Lutembeka, alors le gouvernement dit dès la fin du mois de février, on va faire 5% d'augmentation sur les salaires des agents publics. Il y a un ensemble de mesures qui vont également suivre. Il y a des négociations qui vont démarrer dans les prochains jours avec les transporteurs qui, eux, je l'ai dit dès l'entame, annoncent une grève. Ces mesures sont-elles simplement pour atténuer ou alors sont-elles capables effectivement de permettre aux Camerounais de se sentir, je veux dire, ne pas s'essouffler après cette augmentation des prix de carburant? Je crois que la batterie des mesures qui sont en vue par rapport à l'accompagnement de l'augmentation du carburant sont tout à fait pour pallier ou pour diluer, n'est-ce pas, la charge de la hausse des prix, notamment l'augmentation des salaires de 5%, qui est une mesure de compensation, et d'autres des taxations, certainement, qui vont accompagner le secteur des transports et notamment d'autres secteurs. Vous savez, le véritable problème que nous avons avec la politique de mauvaise foi, c'est de penser chaque fois que lorsqu'on pose une décision, on agit, on fait une décision, c'est parce qu'on n'aime pas les Camerounais et que les autres ont le monopole du cœur. Parce qu'en fait, ce qui est en train de se dire sur ce plateau, c'est que Paul Biya n'aime pas les Camerounais, Paul Biya est méchant, et il ne voudrait pas que les Camerounais s'émancipent. Je crois qu'il y a un certain nombre de mesures contraignantes dont nous sommes appelés à faire par rapport, n'est-ce pas, à un certain nombre de conjonctures qui sont n'est-ce pas, les conjonctures structurelles, mondiales, internationales. Lorsque M. Kounié prend 2 exemples de la Guinée équatoriale du Gabon, il sait très bien que le Gabon a 1,5 million de population. La Guinée équatoriale presque la même chose. Et ça n'a pas le même potentiel démographique et le même contenu économique qu'au Cameroun. Et il sait très bien que lorsqu'on fait l'évaluation des prix moyens en Afrique subsaharienne noire, le prix entre véritablement dans la moyenne de 800 francs, n'est-ce pas, le carburant. Alors, je voudrais également insister sur le fait qu'il y a beaucoup qui pensent que lorsqu'on augmente les prix du carburant, c'est en vouloir aux Camerounais. Je crois qu'il n'y a pas seulement les problèmes de dette. On parle beaucoup du FMI, de la Banque mondiale pour démontrer que le Cameroun s'enlise dans la dette.
Et je parle sur le contrat de M. Kougne, qui est notamment un économiste. On a donné 1400 milliards pour la dette. Mais vous savez très bien que cet argent est stocké. On n'utilise pas cet argent n'importe comment. Tu ne peux pas dire qu'on a dilapidé cet argent. Tu sais très bien qu'on demandait des projets et ces projets étaient toujours contrôlés, surveillés, que cet argent a toujours été stocké à la BEAC. Moi, je parle sur votre contrôle. Donc, il ne faut pas nécessairement penser qu'il y a une gabegie. Nous sommes face à un certain nombre de problèmes. Le problème des financements des projets, le problème, n'est-ce pas, d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Nous avons des projets sur le plan routier, nous avons des projets notamment dans le cadre d'un certain nombre de secteurs. Il est important que l'État puisse s'alléger, que l'État puisse trouver des moyens pour pouvoir accompagner, n'est-ce pas, ces décisions-là. Moi, je voudrais dire qu'il y a certainement des décisions politiques. Et les hommes politiques estiment, ils pensent que pour qu'il y ait allègement, pour qu'il y ait assouplissement, n'est-ce pas, de cette asphyxie au niveau, n'est-ce pas, de l'économie, il faudrait diminuer le nombre de ministères parce qu'ils estiment que le nombre de ministères coûte également cher. Moi, je vais le dire, et ça c'est une vérité d'Apalis, la structuration des ministères obéit à deux critères. Le premier critère, c'est qu'il faudrait que les ministères puissent s'approcher, n'est-ce pas, des administrés. Et que ce soit bien circonscrit et que ce soit compartimenté de telle enseigne qu'ils puissent avoir une délégation de pouvoir qui permette à ce qu'un certain nombre de problèmes soient bien réglés. Je prends un exemple. À l'époque, il y avait le ministère de l'Éducation nationale qui regroupait les enseignements secondaires, l'éducation de base, qui regroupait l'enseignement supérieur. C'était extrêmement lourd et véritablement vaste. Alors, circonscrire donc l'administration, c'est, n'est-ce pas, de pouvoir décloisonner de telle enseigne que l'enseignement supérieur puisse avoir son secteur de gouvernance, l'enseignement secondaire puisse avoir son secteur de gouvernance et l'éducation de base. Et il y a aussi l'approche politique. C'est vrai que l'éducation à l'époque, c'était base et secondaire. Je vous laisse poursuivre. Oui, bon, bien avant, il y avait les trois, oui. Mais je voudrais également dire qu'il y a aussi l'aspect politique. L'aspect politique est même très, très important. Parce que lorsque vous voyez les gens faire des revendications, moi, j'ai lu beaucoup de journaux où on dit que la MIFI n'a pas de ministre, tel arrondissement n'a pas de ministre, l'arrondissement de Djoum n'a pas de ministre. Et tout cela peut créer une implosion politique lorsque les communautés ou les régions ne sont pas représentées dans le cadre, n'est-ce pas, de la gestion du pays. Et c'est une lecture politique qu'il faille faire. Et cette lecture politique veut dire quoi? Veut dire que le Cameroun qui fonctionne dans la cohésion nationale, dans le tout national, où chaque communauté doit apporter, n'est-ce pas, sa contribution, il faudrait toujours qu'il y ait un représentant. Et c'est ça le problème. Alors, si M. Kouye dit qu'il faut absolument que le Cameroun ait 10 ministres, qu'il nous donne ceux qui doivent être ministres, les régions qui doivent être ministres et les régions qui ne doivent pas être ministres. Parce qu'il y a les conséquences non intentionnelles de l'acteur. Lui, il va demander ça lorsqu'il y aura peut-être 5 régions qui n'auront pas de ministres, quand des crises politiques... En d'autres termes, la pléthore du gouvernement, c'est pour satisfaire... Non, quand vous parlez de pléthore, c'est comme s'il y a une surabondance. Il n'y a pas une surabondance. Lorsqu'il dit ça n'existe nulle part. Hein, 64 ministres dans un république. Lorsqu'il dit les ministres, il parle des ministres, il ajoute les ministres délégués et les secrétaires d'État. Mais notamment, il n'y a pas 60. Ce sont des membres du cabinet. Les ministres sont en moyenne 30. Ministres assimilés. Oui, donc, naturellement, il y a ce volet-là. Mais on ne va pas dire, on ne va pas refuser le fait que l'augmentation du carburant ou le fait, n'est-ce pas, de puiser de l'argent dans l'hydrocarbure soit seulement le seul moyen. Mais pourquoi Kougne ne voudrait pas aussi qu'on dise qu'il est important qu'on taxe les immeubles, les maisons, les locations? C'est un secteur qui est pratiquement, j'allais dire, abandonné, un commerce florissant qui n'est pas taxé. Et moi, j'ai eu à discuter avec des experts en économie qui disaient, mais c'est tout un secteur qui n'est pas taxé. Il y a des immeubles qui croissent, il y a les locations qui sont en train de se faire. L'État peut entrer dans ce secteur, homologuer ce secteur et taxer ce secteur. Et il y a plusieurs types de niches comme ça qui peuvent permettre de l'argent et permettre en sorte qu'on puisse injecter cet argent dans l'économie camerounaise. Moi, je voudrais dire que les Camerounais doivent
avoir le patriotisme économique et savoir que nous sommes à une phase très importante, notamment de la politique gouvernementale. Et où le sentiment qu'ils ne l'ont pas suffisamment eu, ce patriotisme économique? Non, il y a notamment une sorte de, j'allais dire, une communication de mauvaise foi. Cette communication de mauvaise foi veut démontrer que tout ce qui est organisé comme augmentation, c'est pour le vol. Vous l'avez dit. C'est parce que les Camerounais, c'est parce que ceux qui gouvernent veulent matraquer les Camerounais. D'autres parlent même de méchanceté. Non, il s'agit des politiques de compensation qui permettent, n'est-ce pas, de prendre de ce côté-là pour pouvoir investir dans, n'est-ce pas, les projets. Parce que je voudrais rectifier quand même quelque chose. Je voudrais dire que les 14 000 milliards, c'était la remise de la dette. C'est la France qui n'a pas voulu faire une remise de la dette comme les autres. Parce que les autres ont annulé 14 milliards et on nous a dit de la préféré utiliser le CD2. Voilà. La France a utilisé le CD2. Et le CD2 suppose que vous reversez d'abord l'argent en France et puis on vous ramène cet argent avant d'investir. Mais tous les autres ont fait la remise de dette après l'atteinte du point d'achèvement parce que c'était un contrat que le gouvernement avait avec eux. Mais justement, quand on a vu les 14 milliards, on a lancé les projets structurants. Et les projets structurants n'ont pas été bien pilotés pour la simple raison qu'il y avait des problèmes de maturation. Il y avait des gens qui étaient présidents du comité de pilotage de 3, 4, 5 projets tout seuls. Le ministre des Finances actuel avait au moins 4-5 projets où il était lui seul président du comité de pilotage. Ce qui est humainement difficile. Donc, tous ces projets ont foiré. Enfin, disons qu'aujourd'hui, sur les 15 projets, il y a autour de 3 ou 4 projets qui sont mis en service. Mais c'est des projets qui ont commencé en 2010. Les stades fonctionnent. En 2010, non. Les stades ne sont pas dans les projets structurants, ça c'est ailleurs. Nous étions en 2010. Il y a des barrages et aujourd'hui, nous sommes en 2024. 14 ans après, nous n'avons que 3 ou 4 projets structurants qui ont été mis en service de manière raisonnable. Samuel Yves, sur les mesures palliatives annoncées par le gouvernement. Non, déjà, avant même d'arriver au niveau des mesures palliatives, moi j'aimerais dire à M. Meka que la crise à l'heure actuelle n'est pas du fait des Camerounais. L'aîné, Michaud l'a dit tout à l'heure, c'est le mauvais usage des fonds qui ont été mis à la disposition de notre gouvernement. Et ce n'est pas un autre gouvernement. C'est ce que j'aimerais que vous compreniez très bien, M. Meka. C'est un gouvernement de 40 ans. C'est ce gouvernement qui a été à la base, qui est arrivé, qui a, comme on l'a dit, sont parvenus au point d'achèvement, ainsi de suite. C'est ce gouvernement, c'est sa responsabilité. Et lorsqu'on l'a dit, on se rend très bien compte que vous faites semblant de minimiser la situation de la corruption et le détournement de fonds qui ont entraîné, et aujourd'hui, la crise de la dette. Parce que aller quand même, on n'a pas besoin d'aller chercher, d'avoir des experts dans la question de la lutte contre la corruption et des fonds, des détournements de fonds, pour savoir qu'il y a des hauts fonctionnaires de ce pays qui ont des châteaux. Ils ont eu ces châteaux parce qu'ils sont des ministres, ils sont des directeurs, ils sont de ceci, qui ont des immeubles qui posent un peu partout. On n'a pas besoin d'aller chercher le FBI aux États-Unis pour le savoir. Donc, il faut être sérieux. Vous avez quand même les Camerounais devant vous. On parle de méchanceté lorsque les gens évoquent de la méchanceté parce qu'on a comme impression que, sachant la vérité, on n'arrive pas à faire face à cette vérité et à utiliser la démagogie. Vous êtes en train d'utiliser la démagogie face aux Camerounais. Dites aux Camerounais la vérité. Et la vérité, c'est le mauvais usage de ces fonds. Lorsque, par exemple, le bâtonnier Akeremoun a sorti la situation de Glencore, est-ce que le gouvernement a bougé? Est-ce que ce gouvernement a bougé? Parce qu'effectivement, comme vous avez dit, les gens se tiennent. Et on sait exactement que si ce dossier est mis sur la table... J'ai dit que les gens se tiennent. Oui, mais lorsque vous évoquez la question des nominations des postes ministériels en récompense politique... C'est la représentation nationale. Non, mais c'est pas... Moi, je comprends dans ce sens, donc que... Ça, c'est votre lecture. Moi, je comprends dans ce sens que les gens se tiennent parce que si je ne nomme pas à tel endroit, je risque d'avoir des problèmes. Là, c'est se tenir. Ce n'est pas une question de récompense politique. On se tient, monsieur. Donc, je suis en train de dire qu'à l'heure actuelle, la situation de Glencore, on ne s'est pas prononcé, alors que c'est beaucoup d'argent qui peut sortir de ce côté-là pour aider le gouvernement à renflouer les caisses. Et au-delà, comment se fait-il qu'on parle aujourd'hui du carburant et que Glencore soit encore un trader avec qui le gouvernement travaille, alors qu'il a été dénoncé à travers le monde entier
de ces manœuvres de corruption. Écoutez, les Camerounais ne sont pas dupes. Aujourd'hui, on comprend très bien, oui, je suis d'accord avec vous, que les Camerounais doivent comprendre le patriotisme économique pour aider à soutenir. Parce que sinon, on est en banqueroute. L'État a déraillé, M. Meka. Aujourd'hui, nous devons le savoir. Le gouvernement de la République a amené le Cameroun en banqueroute. Et les Camerounais doivent prendre leurs responsabilités. Effectivement, je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas d'accord qu'on trompe et qu'on mente les Camerounais. Maintenant, est-ce que les mesures, comme le dit monsieur le député tout à l'heure, est-ce que ces mesures que vous évoquez tant peuvent apporter des solutions pour aider le Camerounais? Je dis non. Pourquoi? Je commence d'abord sur le fait que lorsque le gouvernement, les ministres font des réunions, ils sont à Yaoundé, est-ce qu'ils vont descendre sur le terrain pour l'implémentation? Je dis non. Allez. Non, je dis, il y a l'administration, cette administration-là n'a jamais travaillé. Allez, moi je vous assure, allez seulement regarder, entrez dans les poissonneries. Moi je prends seulement le cadre du poisson. Allez dans les poissonneries. Je ne veux pas citer ici le nom d'une certaine poissonnerie, mais allez dans les poissonneries, dans les marchés, allez regarder la qualité du poisson que les Camerounais consomment. À partir de là, vous allez vous rendre compte si cette administration travaille effectivement. Allez-y regarder. Lorsque vous allez sur le terrain, allez regarder les prix. Mais on vous parle des mesures. Ces mesures s'adressent à quelle population? Combien de personnes vont profiter d'abord de l'augmentation des salaires? Combien? On a d'abord un taux de chômage dans les zones urbaines qui oscille entre 10% et 15%. Là, c'est le chômage. Je ne parle pas du sous-emploi, où près de 50% des Camerounais qui se retrouvent dans le sous-emploi n'ont même pas de contrat de travail. 70%. Non, je ne parle même pas. Je dis, dans le sous-emploi, il y a ceux qui ont des contrats de travail. Je dis, ils sont à peu près 20% de ceux qui ont des contrats de travail dans le sous-emploi. Je parle de la population qui est sans contrat de travail. Allez les regarder. Mais je vous dis, allez dans ces zones industrielles, dans ces parcs à bois. Allez regarder partout là. Est-ce qu'ils ont des contrats de travail? Qui va augmenter les salaires? Comment est-ce que ça va se passer pour que leur patron puisse les augmenter? Mais c'est ce que nous devons regarder, M. Meka. Il ne faut pas s'arrêter au niveau de Yaoundé et de penser que lorsqu'on s'est assis, on a fait une concertation, ça veut dire qu'on est capable d'arriver. Ces mesures ne vont arriver à rien. Michel. Puisque l'informel est au-dessus de tout ce qu'on peut prendre et personne ne peut arranger ce côté-là pour permettre à ceux qui sont dans l'informel de gagner effectivement Michel, dans ces les mesures. Bien, écoutez, vous savez, de mémoire de journaliste, je me suis toujours inspiré de ce que le passé nous a laissé. Ahidjo avait trouvé qu'il y avait deux États. Il a créé, après le fédéralisme, il est venu en faire un État unitaire. Et à cela, je pense que de cet État unitaire, il nous est revenu que c'était une approche, et les économistes me le diront autrement, macroéconomique sur le plan stratégique. Je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on en soit à embellir, et même, permettez-moi de tenir des mots, d'embellir la constance de ce qui n'est pas réel. Et la constance de ce qui n'est pas réel, c'est la multiplication de tout ce qu'on a pu mettre en place. Quand vous allez constater que nous avions des poches de dépenses qui me paraissent, à moi, quelque chose d'extraordinaire, des poches de dépenses qui ne servent vraiment, je veux dire, de manière honnête, sans passion, que nous avions engagé des poches de dépenses qui ne constituent pas des éléments d'évolution économique. Parlons seulement de l'économie. Vous avez le Sénat, vous avez la Cour des comptes, vous avez la structure sur le bilinguisme, vous avez un certain nombre de choses dont on a confectionné qui regorge une bande de retraités depuis 20 ans qu'il faut remettre sur la sellette pour qu'ils reviennent à être, pour que ça devienne des postes budgétivores. Et c'est pas M. Meka qui me le démentira. Parce que dans un modernisme, il faut afficher deux choses comparatives. Est-ce que l'économie chez les Européens, avec
le mode le mode politique adopté depuis la nuit des temps chez eux nous permet d'entrer dans cette zone. Quand on vous dit qu'on a pris les membres du conseil liés au bilinguisme et qu'on a acheté 30 voitures pour donner à ses membres, c'est des poches de dépenses inutiles. Le Sénat, dans le contexte actuel camerounais, en ce qui me concerne, ne sert à rien. Regardez un peu le chevauchement qui existe entre un maire, le grand maire, le conseil régional, où ce type de chevauchement, les gens ne s'entendent même pas sur un projet qui concerne leur région. Parce que le maire estime que c'est sa compétence. Le grand maire estime que c'est sa compétence. Et le conseil régional en sort avec un discours complètement différent et évaluer tout simplement ce que regorge en termes de financement toutes ces structures. J'aurais souhaité qu'un économiste ou un financier nous dise en une année l'emballage du budget de ces structures qui ne nous apportent concrètement rien. Je prends une ville de Douala dans laquelle je vis. En un an, on vous dit, le conseil régional vous parle d'une qu'ils ont restitué, ils ont retourné des milliards auprès du ministère des Finances parce qu'ils n'ont pas pu faire l'exécution de certains projets. On se demande exactement si toutes ces formules, si la mise en place de ces mécanismes qui viennent donner l'impression que c'est dans le modernisme politique qu'on en soit à s'en tenir à ça. Et le problème qui pèse sur les Camerounais aujourd'hui, M. Dipita, allez dans l'arrière-village. Vous ne direz pas à un villageois qui n'a pas subi que le pétrole, le carburant a subi une augmentation. Quand il sort avec ces 3 régimes de plantain, il sait que s'il laissait le tas à 5 000, il sait maintenant que tout a augmenté. Il ne le prend pas sous le prisme de la résilience pour dire que non, moi, je pense que je vais rester constant sur la vente de mon produit à 5 000 francs. Lui, il va aller à 7 000. Il ne veut pas comprendre exactement les mécanismes qui sont liés à ce dont l'État présente comme étant métaphore d'une crise monétaire. Et je pense, en ce qui me concerne, que la chose la plus importante, les politiques implémentées depuis 40 ans, M. Meka, n'ont pas rejoint l'attente de ce dont les Camerounais pouvaient dire que si nous sommes endettés, c'est suite au développement de ce que la nation en a bénéficié. Qu'est-ce que la nation en a bénéficié dans la réalité? On ne peut pas se mettre au jour d'aujourd'hui et dire que si on avait vu ne serait-ce qu'une autoroute Douala-Yaoundé aboutir, qu'on voie des routes avec des échangeurs dans un pays comme le nôtre, qu'on continue à se poser bien des questions. Pourquoi il y a cette carence d'eau et d'électricité? D'accord. C'est autant d'interrogations qui face à ce que le Camerounais moyen ne saura jamais se déterminer sur cette charge de la dette dont tous les jours les politiques viennent nous présenter et en exigeant que les Camerounais soient résilients. D'accord. Emmanuel Kounié, alors sur les marges de manœuvre du gouvernement en ce moment, on l'a martelé, et là c'est le premier secteur qui manifeste son désaccord, les transporteurs. Tout à l'heure, Samuel Yves parlait d'une inflation qui n'a pas été, je vais dire, officielle. Ça n'a pas attendu. Hein. Ça n'a pas attendu. Sur le terrain, certains ont déjà commencé à implémenter des prix qui ne sont pas homologués. D'ailleurs, le ministre du Commerce a rappelé dans un courrier, dans un communiqué, il a rappelé ces syndicats. Alors tout à l'heure aussi, le ministre des Transports, lors de la communication gouvernementale, a interpellé les transporteurs, les syndicats de transport. Eux, ils ont dit que dès le 14 février, s'il n'y a pas de mesures, vraiment, eux, ils ne vont pas poursuivre leurs activités. Quelle est la marge de manœuvre du gouvernement? Quelles sont les mesures qui peuvent être appliquées pour que les transporteurs, c'est un secteur sensible, on le sait, dès que le transport remonte,
c'est une augmentation généralisée sur les marchés. Donc, pour faire simple, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement pour atténuer au moins ce secteur-là? Non, le gouvernement doit d'abord reconnaître qu'il a fauté. Vous ne pouvez pas augmenter d'abord le prix du carburant et commencer à dire que vous allez discuter après. Puisque quand vous augmentez le prix du carburant, on paye le carburant tout de suite. On n'attend pas pour payer. Et quand on paye le carburant, on ressent directement dans les poches. Donc quand on a des mesures à prendre, on les prend au même moment. C'est-à-dire qu'on s'assoit, on discute même d'abord au préalable, on tombe d'accord et on sort tout cela à la fois. Quand vous dites maintenant qu'il y aura pas de... Maintenant on est en train de parler 5% de salaire. Si on avait discuté avec le personnel de l'État, les fonctionnaires de l'État, et je crois qu'ils n'auraient pas accepté 5%. 5% veut dire que si vous avez 100 000 de salaire, vous aurez 105 000. Alors quand vous voyez mon voisin du PCN, vous dit qu'il est parti assis les palmiers à Zépol, il a payé 2000 francs. Si vous devez quitter, par exemple, Bonamou Sadi, pour aller travailler à Bonanjo, votre charge de transport va avoir au moins un coût supplémentaire de 500 francs par jour. Et si vous prenez 500 francs par jour, ça vous fait au moins 2500 par semaine. Et ça vous fait plus de 10 000 francs par mois. Donc, s'il faut le faire, il faudrait voir toutes les incidences. Mais vous ne pouvez pas d'abord augmenter les prix du carburant et chercher maintenant à dire aux gens, calmez-vous, on est en train de réfléchir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Sauf si ils pensent que nous sommes comme ce meuble. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de notre point de vue. Et je voudrais dire à M. Meka, il a parlé tout à l'heure de la taxation des maisons. Oui, c'est une niche. Mais il faut noter que c'est eux qui ont ces maisons. D'ailleurs, s'agissant des maisons, ils ont plutôt voté une loi sur la filouterie de loyer. C'est-à-dire que si vous avez 2 mois de loyer impayé, on vous jette en prison. C'est Camto qui a écrit ça. Non, on vous jette en prison. C'est une loi qui vient d'être votée. Camto n'était pas au... J'ai dit que c'est une nouvelle loi. Elle est très récente. La filouterie de loyer, c'est une nouvelle loi. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont adopté cela? Parce que c'est eux, c'est les douaniers qui ont toutes les maisons que vous voyez pousser partout à Bonamoussa et tout ça. Et tous ces grands immeubles-là, comme ils ont le pouvoir, ils protègent leur domaine. Et puis vous pensez que les gens qui regardent, ils voient comment on les matraque avec le carburant et on protège ces gens qui ont tout, mais vous pensez que les gens sont... Et puis, pour parler de patriotisme économique, le fait que les gens respectent, ils disent qu'ils vont vendre leurs produits moins chers, ce n'est pas le patriotisme économique, ça. Le patriotisme économique va dans le sens de soutenir, n'est-ce pas, l'économie. C'est-à-dire que si vous allez dans un magasin, vous trouvez qu'il y a de l'eau produite au Cameroun et de l'eau produite à l'étranger, vous préférez les produits camerounais, c'est-à-dire que vous soutenez le patriotisme économique consiste à soutenir l'économie du Cameroun, c'est-à-dire consommer camerounais. Il ne s'agit pas de dire aux gens de ne pas gagner de l'argent parce qu'ils sont en train de faire du patriotisme. Vous faites le patriotisme quand vous savez que les autres sont en train de détourner tout. Ils sont en train de prendre tout ce qu'il y a comme argent, ils mettent dans leur poche, ils mettent à l'étranger et tout ça, et ils vous demandent de faire le patriotisme économique en évitant aussi de vous battre pour avoir le peuple. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Moi, je crois qu'il y a beaucoup de problèmes dans cette affaire. Il y a beaucoup de problèmes et honnêtement, M. Moussala dit quelque chose. Quand vous voyez par exemple l'autoroute Douala-Yaoundé, quand on a commencé cette autoroute en 2013, on nous a donné 3 ans. En 2013, oui. En 2015, ils sont venus nous dire que l'entreprise qui a été chargée de travailler est venue dire qu'elle a arrêté les travaux de terrassement parce qu'il y a des problèmes, n'est-ce pas, d'indemnisation des gens qui déguerpillent, des gens dont la route devait passer sur leur site. Et on a attendu plus de 2 ans pour qu'un matin, on nous dise, voilà, le ministre a signé un document pour que chacun vienne percevoir. Sur près de 300 personnes, on a affiché un document. Beaucoup de gens n'ont pas vu leur nom. Ça a encore créé des problèmes. Ils ont fait plus de 4 ans pour régler ce problème. Et après, pendant ce temps, les fonds ont été déjà débloqués. Et ils sont faits du surplace pendant longtemps. Ça veut dire que l'argent est disponible, mais les projets ne sont pas matures. Les gens n'ont pas travaillé. Et puis, en réalité, les économistes disent que c'est pour ce qui est de la programmation, parce que c'est la programmation des projets. Quand vous ratez votre programmation, quand vous échouez une programmation, vous programmez l'échec. D'accord. Vous programmez l'échec. Et c'est ce qui nous arrive. C'est pour ça que tous ces projets ne marchent pas. Donc, il faut noter que ce qui nous arrive, c'est d'abord le mauvais casting même de M. Biya. Son gouvernement-là ne peut pas diriger le Cameroun. Tu ne peux pas avoir des problèmes économiques. Tu prends un magistrat, un diplomate, tu le nommes Premier ministre, tu prends un diplomate, tu le nommes secrétaire général de la présidence, et c'est eux qui prennent les décisions économiques, et ça va dans tous les sens. Rien ne peut marcher. L'économie est complètement... La présidence n'est pas diplomate. Il est diplomate. Non, il est professeur d'économie.
Monsieur Séraphin Magloaf. Non, j'ai dit pour le secrétaire général de la présidente de la République. Ah d'accord, pardon. Il est diplomate. Et le secrétaire, et le Premier ministre, l'autre était magistrat, celui-ci est diplomate. Alors, vous pensez les diplomates qui vont gérer notre économie, prendre des décisions économiques, voilà ce que ça donne. Donc le casting est mauvais. Il est pléthorique. Et je crois qu'on ne peut pas s'en sortir avec ces gens-là. D'accord. Vous allez répondre sur cette question et puis on passe au second thème. Sur la marge de manœuvre du gouvernement par rapport aux revendications des différents corps sociaux. Non, je voudrais dire que M. Kougne s'aventure dans un domaine qu'il ne maîtrise pas très bien. Il maîtrise l'économie, mais pas, n'est-ce pas, les stratégies de négociation. Je crois qu'il y a eu des négociations avec les syndicats et il n'y a pas eu fermeture des négociations. Les négociations se poursuivent. Et je crois que c'est une ouverture dans le cas des négociations. Parce que les négociations, ils ont commencé quand? Ils étaient en réunion lorsqu'on devait augmenter les prix. Je crois que c'est une information qui est connue de tous les Camerounais. Non, je le sais. Il y a eu une négociation. Le même jour qu'il y a eu négociation, le même jour qu'il y a négociation, c'est le même jour qu'il y a augmentation. Il y a eu quelle négociation, M. Mika? L'officialisation de la négociation ne veut pas dire qu'il y a eu une C'est vrai que quelques je maîtrise le dossier. Je dois vous parler. Ils ont fait savoir qu'ils ont été informés, que la décision a été actée. Non, je dois vous parler. Non, je dois vous parler avec. Parlons même de la négociation. Je dois vous parler avec autorité parce que c'est moi qui dois vous informer. Oui, après lui, en tant que journaliste, c'est nous le parti au pouvoir. Je dois vous informer. Non, votre parti au pouvoir. Vous n'en savez rien. Tu n'es pas dans le parti là où on négocie. Bon, c'est ce que tu penses. Mais lorsque nous venions parler à la télé, nous parlons avec les gouvernants. Je pense que vous ne le faites pas. Donc, je suis en train de vous dire qu'il y a eu des négociations. J'ai autorité de vous le dire qu'il y a eu des négociations qui ont été houleuses. Et il a été demandé, n'est-ce pas, de poursuivre ces négociations parce qu'il y avait un certain nombre de points sur lesquels on ne s'accordait pas, notamment sur le point de 5% et sur les mesures qui doivent accompagner, n'est-ce pas, le secteur des transports. Et les négociations doivent se poursuivre. C'est même de bonne loi de dire que une réflexion va continuer. Ça veut dire que des choses peuvent évoluer dans la négociation. Moi, je vous connais en économie, mais dans le cadre, n'est-ce pas, des négociations, je crois qu'il y a des stratégies de négociation, je crois qu'il faut laisser ce secteur-là. Bon, le grand frère a critiqué les structures, c'est-à-dire la surabondance des structures. Il dit que le Sénat ne sert à rien, la Cour constitutionnelle ne sert à rien. Non, la Cour des comptes. La Chambre des comptes. La Chambre des comptes ne sert à rien. Pas seulement ça. Les histoires de Mafani. Le multiculturalisme, le Conseil économique et social. Même le Conseil économique et social. Oui, bon, naturellement. Même la structure de Fayango. Mais quand on échoue dans des questions économiques comme ça, on doit même faire démissionner même ces éléments du Conseil économique et social. Là. Samuel Yves, allez-y. Moi, je vous ai écouté religieusement et la chance que j'ai, c'est que d'une manière ou d'une autre, je peux être en contact avec ces structures de façon opérationnelle. Même le journaliste dans ses enquêtes. Je ne sais pas si vous le faites. Bon, la Chambre des comptes... Non, je n'en ai pas besoin. Bon, naturellement... Non, vous n'êtes pas... au fait. Le Sénat, naturellement, a été négocié depuis les années 90, où il fallait, n'est-ce pas, une double lecture des lois. Donc, une assemblée bicamérale. Ça a été des négociations politiques depuis la tripartite. Et ces négociations politiques ont été consignées dans ce que je peux appeler un pacte, un contrat social, un contrat politique. Alors, si les mêmes politiques aujourd'hui qui ont lutté pour la démocratie, pour qu'il y ait, n'est-ce pas, une balance des lois, c'est-à-dire qu'il y ait une première lecture des lois, une deuxième lecture des lois, aujourd'hui disent qu'il faut enlever. Non, mais il y a beaucoup d'autres choses qui ont été dites qui ne sont pas mises en place. La limitation des mandats, on a charcuté, il y a plus beaucoup de choses. Non, vous regardez seulement ce que laissez-moi qu'à poursuivre un deuxième thème. Vous êtes dans le contenu. Non, ça c'est non. Vous êtes dans le contenu. En ce qui la concerne, déclaration des biens. Voilà. En ce qui concerne la Chambre des comptes, mais je nomme, il faut un travail nuit dans le cadre du contrôle des... Mais on ne respecte pas. Moi, je lis le rapport tout le temps. Je lis le rapport. Allez-y, poursuivez. Il faut un travail nuit. Qu'avez-vous fait de leur rapport sur le Covid? Samuel Yves, laissez-le déjà poursuivre. Allez-y. Il est en train de nous recenser des choses que tout le monde connaît. Non, ce n'est pas... Je suis en train de donner l'importance de ces structures. Parce que quand vous parlez aux Camerounais, de cette manière, vous avez l'impression... Quand vous parlez aux Camerounais de cette façon... ils ont l'impression que ces structures ne travaillent pas. Mais pourtant, ces structures sont
dans les institutions tous les jours pour auditionner, pour auditer les gestionnaires. À quelle fin? Et vous êtes en train de vouloir démontrer qu'ils ne font jamais rien. Mais vous savez très bien que ce n'est pas vous qui avez lancé l'opération Épervier, c'est le chef de l'État qui a lancé l'opération Épervier. Et c'est le chef de l'État qui est l'un des, j'allais dire, le leader en chef de la lutte contre la corruption. Et il a dit dans son discours que la corruption va monter dans le camp. D'accord. Pour dire quoi? Pour dire que... Pour dire quoi? Pour dire que... Il y a des... Il ne faut pas nous combien qu'on a récupéré dans cette opération Épervier. Non, s'il vous plaît, moi je vous ai... Ça peut nous aider pour rafler. Il n'y a pas de désordre. On t'écoute, tu vas nous fatiguer avec ça. Moi, je ne peux pas vous écouter, vous ne m'écoutez pas. Non, je suis en train de dire que je suis en train de dire que ces structures fonctionnent et font leur travail. Je voudrais conclure en disant que, notamment, je peux vous donner raison sur un certain nombre de choses, sur la réflexion, parce que ce que moi j'attendais de cette émission, c'est d'apporter une ouverture sur la réflexion, comment l'État peut trouver des niches d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, alléger les problèmes de financement. J'ai parlé de la détaxation, il est venu, il me dit que c'est une filouterie. Je lui ai dit que c'est Scamp qui l'a écrit parce que aujourd'hui... C'est une nouvelle loi. Quelle nouvelle loi? C'est le code pénal qui punit les locataires. C'est Scamp qui l'a écrit. C'est le chef de l'État. Pour dire quoi? Pour dire que il est important aujourd'hui de réfléchir sur d'autres niches. En ce qui concerne les projets, et ça encore, parce qu'ils disent des choses, il y en a marché, machin, ils disent des choses comme ça, qui sont d'une vacuité terrible. Comment vous pouvez dire... J'ai dit que 3 projets sur 15. J'ai dit 3 projets. Il y a des instruments... Moi, je voudrais tout simplement dire qu'il y a des instruments d'endormissement... Laissez-moi terminer. Que nous constations tous dans notre société. Qui nous disent des projets qui ont marché. Les instruments d'endormissement font partie des structures... Vous avez développé tout à l'heure. Mais vous terminez vraiment en 2 minutes et on passe au prochain thème. Les projets qui ont marché, les centrales à gaz ont marché. Les centrales à gaz fonctionnent. On a les stages. Oui, mais les centrales à gaz fonctionnent. Les structures qui ont marché, les infrastructures de sport fonctionnent. Les projets qui ont marché, le complexe industriel. Mais il ne faut pas enfumer les Camerounais. Samuel, j'aime pas beaucoup ce genre d'attitude. Non, disons que sortons de ce sujet. Laissez-le terminer. Si vous pensez que nous allons faire une émission dans le désordre, moi également, je ne vais pas vous écouter. Parce que je ne peux pas aussi... Je ne peux pas... C'est pas... Vraiment, me terminer, s'il vous plaît. Je dis le complexe industriel-portuaire de Kribi a marché. Le deuxième pont du Vouri a marché. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il y a des projets abondants qui ont marché. Je m'arrête là. Merci. On va prendre Non, mais quand vous allez parler, merci, puisque tu t'es arrêté quand même. On va prendre la deuxième thématique sur la candidature unique de l'opposition. Une thématique purement politique. Vous y croyez, vous, Emmanuel Cognier? Pour la candidature unique de l'opposition. Le thème intitulé Candidature unique, nouvelle utopie. Non, vous pouvez rêver, vous pouvez ne pas croire. Vous pouvez même dire que maintenant, c'est le jour où tout le monde voit que c'est la nuit. Chacun peut avoir son point de vue sur ce sujet. Et que je me fais jouer dans cette salle. Non, oui, mais nous savons que c'est la nuit. Je voudrais donc dire que c'est une approche, nous, quand nous sommes arrivés à notre convention, nous avons réfléchi et nous avons mis sur pied une approche. C'est une approche, compte tenu de tout ce qui s'est passé par le passé, nous avons pensé que nous allons donner à notre président national la possibilité d'être considéré comme candidat et qu'on crée une alliance autour de sa candidature. Ça, c'est une décision de la Convention. Et nous l'avons fait souverainement. Bon, maintenant, est-ce que ça peut marcher? Nous voulons qu'on arrive, n'est-ce pas, à une candidature unique par adhésion et non par discussion interminable, comme ça a été toujours le cas. Et nous lui avons donné ce mandat, il ne peut pas le changer, parce qu'il ne peut pas venir nous dire que, chemin faisant, il a trouvé une autre parade. Il est question qu'on se batte pour qu'il soit candidat et que les autres le soutiennent par adhésion et que ceux qui vont arriver puissent discuter avec nous sur un certain nombre de choses et qu'on tombe d'accord. Si on peut tomber d'accord, on y va ensemble. Voilà. Alors, ceux qui arrivent discutent avec vous, ceux qui arrivent constatent que vous avez déjà désigné
Un candidat. Mais c'est justement ce genre de problème. Tout le temps, vous dites on ne doit pas désigner, les gens doivent se mettre ensemble. Quand les gens se mettent ensemble, et puis, c'est ça le drame. Quand le RDPC en son sein vous dit M. Paul Biya est le candidat naturel. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent être candidats dans le RDPC. Mais ils ne sont pas candidats, pour la simple raison que les textes ont prévu un candidat, et puis les autres le suivent par adhésion, tout simplement. Enfin, comme le RDPC. Non, nous avons pensé, puisqu'on a essayé à plusieurs reprises. On a vu de l'opposition se mettre ensemble, ils n'ont jamais réussi à trouver une candidature. Nous ne voulons plus jouer à ces jeux. Nous avons un candidat aux élections présidentielles, et nous voulons discuter avec tout le monde pour voir si nous pouvons avoir des soutiens par adhésion qui nous permettent d'avoir, n'est-ce pas, de porter notre candidat. Michel Michaud, sur cette initiative de l'opposition camerounaise. Je suis désolé parce que, en plus de 40 ans d'expérience, j'ai eu à accompagner tous les acteurs politiques. À un moment donné, je me suis dit, est-ce que le bon sens est en train de prévoir là dans ce qui est comme étant un objectif sociétal? Je comprends pourquoi mes cas crèvent de rire. Parce que mais vous pouvez rire, hein? Vous pouvez rire, vous savez, quand vous n'avez rien compris, vous pouvez même faire ce que vous voulez. Je constate tout simplement que les partis politiques, depuis la nuit des temps, n'arrivent pas à s'accorder. Ah. Et lors de l'élection de 92, j'ai eu l'espoir de voir les partis politiques s'accorder autour de M. Froundi. Mais après 92, il y a eu cet éclatement parce que les nuances d'appartenance n'étaient pas du tout claires. Est-ce qu'ils sont partis sur la base de quoi? Vous écoutez M. Coigny. Moi, je ne suis pas un acteur politique, je suis journaliste politique. Et que j'estime qu'à la réalité, quand vous faites une lecture du passé, ça vous laisse un goût amer. Et ça, je vais vous le dire. Parce que nous étions sur la scène politique pour essayer de suivre les acteurs politiques, pour comprendre un peu le bien fondé de cette bataille qui devait mener à la victoire, si ce n'est dire à la victoire de l'opposition. Mais je tiens à vous dire que l'opposition a même eu, à son temps, l'opportunité de diriger le pays. Si vous prenez l'UNDP, vous prenez l'UPC, le MDR et le SDF, vous voyez la marge qu'ils avaient au sein de l'Assemblée. Si, à partir de cette année, il y a eu cet éclatement qui n'a pas permis et qui est fait que la bonne négociation politique du RDPC amène à se faire des alliés, que des gens ne se projettent pas sur le pouvoir qui était exactement le leur. Il me paraîtrait très surprenant qu'en 2025, vous me parliez d'une candidature unique qui pourrait réussir, sauf si la donne a changé. Samuel Yves. Permettez-moi de chuter par là. La donne ne me paraît pas avoir tout changé parce que quand vous voyez comment le RDPC manœuvre, ils tiennent les mêmes cordons relationnels sur le plan stratégique et sur le plan des alliances. Alors j'ai peur que nous parlions d'une candidature unique rendue au jour d'aujourd'hui et qui me fasse revenir à quoi que le passé peut avoir la peau dure et que nous en soyons, malgré quelques acteurs nouveaux qui soient entrés dans l'arène politique, que les choses aient une certaine évolution sur l'unicité d'une candidature. Et je dirais vraiment que j'ai des doutes. Samuel Yves. La candidature, il faut déjà comprendre que la candidature unique de l'opposition n'est pas une panacée pour 2025. N'empêche que vous vous déployez à... oui, je parle bien la candidature unique de l'opposition. Les alliances, c'est une chose. Maintenant, la candidature unique, c'est une autre chose. Ce n'est pas une panacée pour 2025. Je crois que le travail qui est fait
c'est pour que déjà les acteurs politiques qui veulent se mettre ensemble pour 2025 puissent être capables de s'entendre sur un certain nombre de choses. Déjà sur des projets à implémenter. Très bien. Et surtout sur l'orientation de ce qu'on va faire au moment où on gagne les élections. L'alliance avec laquelle, qui a consulté premièrement le président national, l'honorable Cabral Libi, est une alliance qui prône plus une candidature qui va gérer une période transitoire. Une période transitoire parce que la situation de notre pays, comme on l'a dit, le pays a déraillé. Il faut essayer de le remettre sur les rails et il faut un certain nombre de choses avant même déjà de penser projet politique. Donc, je crois que c'est dans ce sens-là que nous sommes en train de travailler. Vous avez écouté l'aîné Kounié, il vous a dit clairement qu'au sortir de la convention du MRC, il y a eu une candidature et ils ne sont pas, pour l'instant, je veux dire, je ne dis pas que c'est une décision définitive, ils ne sont pas pour l'instant prêts à laisser une autre personne être candidat de l'opposition sans leur champion. C'est leur décision, c'est leur volonté, mais on continue à travailler. La plateforme de M. Billet continue, le professeur Billet continue à travailler pour essayer de rallier le plus grand nombre. Il y a aussi la plateforme de Elimbilo. On y arrive. Donc, je suis en train de dire, il y a toutes ces plateformes. Si vous voulez plaisanter, nous, on ne plaisante pas. Il y a l'alliance de M. Nietzsche, qui est de l'honorable Nietzsche, qui a interpellé également l'honorable Cabral Libi sur cette question pour se rallier derrière le professeur Maurice Kamto. Donc, nous, au PCRN, nous prenons toutes ces alliances au sérieux, toutes ces propositions au sérieux et nous examinons afin qu'il y ait un large consensus autour de cette question et que le moment venu, que nous puissions aller en rang serré. André Luther. Je ne sais pas, mais en rang serré. J'ai, dans l'actualité, suivi une sorte de ruse à la convention du MRC où il y a eu beaucoup d'encre de salive qui ont coulé en disant que les gens ont été invités, notamment le ministre de l'État Bello Bouba Maïgari et les autres, et que pendant la convention, on a présenté Maurice Kamto comme le candidat de l'opposition, ce qui a créé la débandade. Parce qu'en fait, on voulait mettre les gens dans le fait accompli. Et je crois que le ministre d'État, son Excellence Maïgari Bello Bouba, a claqué la porte. Les histoires de l'opposition, c'est comme les histoires de la sorcellerie. Parce que naturellement, vous voyez quelqu'un qui n'a pas d'élu, il n'a pas participé aux élections. En fait, c'est un général sans troupe, sans direction. Lui, il dit que c'est lui qui va rassembler et conduire les gens qui ont des troupes, qui ont des élus. Et vous pensez que des gens réfléchis, c'est-à-dire ceux qui sont sur le terrain, qui ont des élus, qui ont travaillé, vont le suivre. Tout simplement parce qu'ils estiment naturellement que c'est le moment opportuniste. C'est une situation opportuniste. L'agir stratégique, il faudrait, n'est-ce pas, en profiter pour pouvoir emmagasiner, fédérer tous ces hommes politiques qui ont travaillé, qui sont sur le terrain, qui sont représentés à l'Assemblée nationale, qui ont des conseillers municipaux, qui ont des députés. Lui n'a rien. Mais il dit que c'est lui qui va conduire les autres qui ont travaillé. Je trouve que c'est inintelligible. C'est la première fois que je vois ça. Et ce sera même impossible. Mais je vais vous dire, et le grand frère l'a dit, la seule alliance qui a marché, c'est l'Union pour le changement. C'était dans les années 90. Après, il n'y avait plus rien. Il n'y a plus rien, pourquoi? Il faut qu'on se le dise. C'est des comptoirs. Chacun ouvre sa boutique pour pouvoir emmagasiner un certain nombre d'avantages des situations de rente. Et quelqu'un ne peut pas ouvrir sa boutique pour avoir ces associations de rente. Un monsieur vient, il dit que lui, tous ces boutiques-là, lui, il va prendre ça et lui sera devant. Ça ne marchera jamais. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de la politique. Il s'agit des destins singuliers et spécifiques des individus qui ont pris naturellement les jeunes en otage et qui les font tourner en rond
chaque fois. Moi, j'ai toujours dit aux jeunes que ce sont des... Ils vous vendent la poudre de perlipimpin et vous allez voir qu'ils vous vendent la poudre de perlipimpin. Venez au RDPC, accompagnez le président national et apprenez la vraie politique. Vous allez voir, ils vont s'engueuler, ils ne vont plus s'entendre et ça va finir en queue de poisson. Je voudrais conclure en disant quoi? Je voudrais conclure en disant que la candidature unique, naturellement, a des bénéfices, a des profits. C'est une guerre de leadership. Et dans cette guerre de leadership, il faut qu'on sous-pèse, on pèse des uns et des autres pour savoir si certains ont des critères. Je crois qu'à l'époque de regretter moment, le docteur Adamou Damdjoy avait refusé de suivre Proundi pour des raisons intellectuelles. Il disait que non, il ne peut pas travailler, n'est-ce pas, avec Proundi qui n'a pas l'épaisseur intellectuelle nécessaire pour être là. La dernière fois, le MSC avait essayé, n'est-ce pas, d'attirer notamment aussi. Aussi a dit que non, ce n'est pas la bicyclette qui tire. La bicyclette qui tire le caterpillar. Qui tire le caterpillar. Ou alors le fleuve, ce n'est pas le fleuve, ce n'est pas l'océan qui va vers le fleuve. Vous voyez, c'est un capharnaüm indescriptible et je crois que c'est un non-événement. C'est un non-événement parce qu'il n'y aura rien. Et cela sera la preuve. Et cela sera la preuve matérielle. Et cela sera la preuve matérielle que l'opposition ne peut pas s'entendre. Et que s'il y a une entente qu'il faille avoir au Cameroun, unanimité sur autour du président. Je suis désolé parce que André Luther, si nous restions dans une logique de ce qui constitue même le socle politique, je crois que les politiques actuelles l'opposition devait repenser la stratégie face au RDPC. Parce que de nature à constater, dans l'opinion, il est inadmissible que si et seulement si les gens ont pris acte que pendant 44 ans, et que vous vous mettiez à dire qu'on peut faire venir les jeunes, et que les jeunes peuvent adhérer à la politique du RDPC. Est-ce qu'on adhère maintenant par rapport au système qui le conduit ou par rapport à une espèce d'idéologie politique qui puisse concourir à dire que nous allons sortir de l'impasse? Parce que ce pays est dans un gouffre, il faut le dire. Et moi, je suis honnête. Je dis, s'il faudrait que l'opposition en soi, et là vous avez raison, si les opportunités d'approche telles que développées par les uns et les autres, parce que j'ai écouté mon cher Koigné qui disait, Kougné, que si ce n'est pas eux, c'est rien d'autre. Je n'ai pas dit ça. Bon, tant mieux. Je vais repréciser ma pensée quand je vais reprendre la parole. Voilà. Je pense pour moi que quand on a vu 42 ans, 44 ans, 45 ans de règne et le même système politique, il est question de donner. On n'est pas encore à 45 ans. Non. Vous faites un peu de l'exagération. Non, moi je considère même depuis son retour de l'exil et quand il a pris les règnes comme administrateur dans ce pays. Il a commencé à diriger le pays par le haut. Monsieur Biya n'a pas commencé comme préfet. Il n'a jamais été en exil. Non, je veux dire que comme étudiant, même quand il est revenu comme... Permettez-moi de le dire ainsi. Donc, moi, la responsabilité ne peut pas être sectorielle, elle est globale pour moi. Donc, quand on constate cela, j'ai la conviction, et ça je peux vous le dire, vous pouvez en être fier, que j'ai été personnalité indépendante à la tripartite. Et j'en ai participé. Je suis le plus jeune qui signa la première signature, qui mettait la première signature sur le document de la tripartite. Donc, les clauses de la tripartite, si on s'en tenait à ça, on n'en serait pas à la situation où nous en sommes dans ce pays au jour d'aujourd'hui. Quand vous allez dans les documents, quand vous allez dans les archives, vous verrez que j'avais signé comme personnalité indépendante à son temps. Mais aujourd'hui, j'ai de l'amertume de constater cette petite inorganisation de l'opposition. Moi, comme journaliste... Elle n'est pas petite. Ah, d'accord. Je considère ça comme étant quelque chose qui peut se faire rattraper s'il y a bonne conscience. D'accord.
Oui, Emmanuel. je voudrais vous dire que nous sommes en train de nous fourvoyer un peu autour du sujet, pour la simple raison que on a dit, nous avons désigné notre candidat sur la base de quoi? C'est notre candidat. Et je voudrais vous dire qu'il n'y a jamais eu de candidature unique au Cameroun. Même en 92, Ekindi n'était pas avec Fondé. Il était candidat. Bello était candidat. Damjo était candidat. Ça veut dire donc que ce n'était pas un candidat unique. On savait leur marge de manœuvre. Nous allons donc justement rallier le maximum de personnes et on saura la marge de manœuvre des autres. Vous ne pouvez pas venir nous dire que la candidature unique, ça n'a jamais existé. Non, pas seulement, ça n'a jamais existé au Cameroun, ça n'a jamais existé nulle part. Donc il ne faut pas demander des choses qui n'existent pas. Et nous dire, attendez. Quand on voit les entreprises politiques qui se sont manifestées autour de Frumdi, à cette époque, il y avait la majorité. Effectivement, nous comptons engranger la majorité. Et nous allons le faire. Alors, c'est pour vous dire quoi? Pour dire que quand on me dit que ils ont les députés, ils ont les maires et tout ça, monsieur, Emmanuel Macron n'avait aucun député. Hein. Il n'a pas eu aucun député. Et les gens qui ont eu des députés ont travaillé avec lui. Il était candidat unique? Non, il n'était pas candidat unique. Mais il a travaillé avec des gens qui avaient des élus. Donc, ne nous amenez pas des histoires du sous-quartier, du genre, ils n'ont pas de députés, ils n'ont pas de... Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Nous travaillons sur le terrain. C'est le poids politique. Non, j'ai dit que Macron avait zéro poids politique. Il a gagné les élections. C'est même quand il a gagné, c'est après les élections qu'il a créé son parti politique. Donc, vous êtes Macron. Donc il faut, c'est pour vous dire que c'est faisable. Que c'est faisable. Arrêtez de nous amener de la petite intelligence. Parce que ce que vous dites là n'a aucun sens. Ça a un sens. Donc ça n'a aucun sens. On n'a pas besoin des conseils municipaux. On va vous l'opposer. Mais puisque je vous présente un cas. Donc, et puis, personne ne peut plus voter le RDPC. Nous disons dans notre programme, et on va entrer en campagne bientôt, que dès que nous aurons le pouvoir, nous allons dire aux Camerounais qu'on ne peut pas. Nous n'avons jamais vu un État qui se met à construire des projets structurants comme vous le faites là. Si vous voulez construire l'autoroute entre Douala et Yaoundé, et c'est dans notre programme, c'est le partenariat public-privé. Vous demandez au pays qui peut construire cette autoroute. Il y a des gens qui ont des moyens, qui peuvent le faire. Dans le cas du partenariat public-privé, ils vont mettre des péages, ils vont travailler en concession, ils vont récupérer l'argent et ils vont libérer les gens. Et quand ça va se passer comme ça, cher monsieur, les choses vont aller plus. Vous prenez un monsieur enfin, on ne parle pas des gens ici. Vous mettez quelqu'un là qui est président du comité de pilotage de l'autoroute de Yaoundé-Douala ou Douala-Yaoundé, qui n'en sait rien, qui n'a jamais, c'est-à-dire qui n'est pas ingénieur, qui n'est rien du tout, qui n'a jamais fait des études de ce machin-là, il se met dessus. Pendant 10 ans, il a 500 milliards, il est assis et il le fait du surplace. Mais si c'était quelqu'un du secteur privé, il n'aurait pas fait ce qu'un gars nous est en train de nous faire là-bas. On aurait déjà notre autoroute. Donc, les projets structurants se construisent toujours en partenariat public-privé. Allez voir en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas l'État qui sort son argent, qui s'endette, vous négociez avec des partenaires. Et puis, on ne met pas des péages sur les routes nationales. Les péages se mettent sur les autoroutes. Les routes nationales, c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens. C'est-à-dire que si on a fait l'autoroute Douala-Yaoundé, ou Yaoundé-Douala, on met des péages sur ces routes-là. Et quand vous prenez ce qu'on appelle l'axe lourd, vous ne payez rien, puisque c'est une route qui appartient à l'État. On entretient. On peut dire qu'il faut payer 10 000 pour prendre l'autoroute Douala-Yaoundé. Ceux qui pensent qu'ils peuvent le prendre parce qu'ils veulent aller vite, ils y vont. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils prennent la route nationale. Et la route nationale, elle appartient à l'État. Donc, nous allons arriver avec des idées innovantes. Et puis, les projets structurants du genre, vous faites les barrages, c'est des choses dépassées. Ça ne se fait plus. Le Cameroun aujourd'hui, chaque département est traversé par un cours d'eau. Donc, si vous faites des mini-barrages, des micro-barrages, vous allez alimenter tout le Cameroun avec l'argent qui pourrait construire un seul de vos 1000 barrages que vous êtes en train de mettre en œuvre. Donc vous êtes obsolètes, vous êtes des gens qui avaient de la vieille école, vous ne comprenez rien sur la modernité et vous dites que les jeunes vont se mettre... Les jeunes, vous demandez aux jeunes de venir dans le RDPC, se mettre derrière les 90 ans là. Les gens qui ont 90 ans. Oui, Samuel. N'est-ce pas comme à 16 ans? Je veux dire quelque chose. Pour que les gens aujourd'hui comprennent la situation dans laquelle l'opposition camerounaise se trouve et la politique en général au niveau du Cameroun, il faut d'abord commencer à déconstruire un certain nombre de discours. Moi, je suis, même si on a une certaine nostalgie de la période de 1992 avec cette alliance pour le changement, il faut quand même comprendre que en termes d'acteurs politiques, ce n'est pas la même chose aujourd'hui. On a en 1992... Je crois l'avoir dit, hein. Non, moi je veux arriver sur quelque chose. Il peut aussi le dire. En 1992, on a quand même des acteurs, en termes même de population électorale, qui sortent d'une situation totalement... on parle souvent d'une dictature éclairée, ça veut dire que le parti unique, beaucoup qui étaient à l'exil sont revenus,
l'UPC qui revient sur la scène politique. On connaît le poids de l'UPC en ce moment-là avec son nationalisme, entre guillemets. Donc, toute cette jeunesse qui a subi les traques des années 50-60 est un peu plus mature en termes d'âge en 1992. Donc, il y a une grande mobilisation des consciences en ce moment-là. D'ailleurs, il n'y a pas eu une alliance sur un programme politique précis. C'était l'alliance, tout simplement, je peux dire de cœur, pour mettre hors d'état de nuit la politique du parti unique qui continue avec le RDPC, entre guillemets. Donc, ça, ce sont ces populations-là qui étaient là en ce moment-là. Nous avons aujourd'hui une jeune population qui n'a pas connu des années 60, des années 70, les questions de parti unique, la dictature éclairée, entre guillemets, et ils sont nés sous le régime du RDPC, qui n'ont pas eu d'engagement politique. Avec des discours, la politique aux politiciens, les études aux étudiants, pour la majorité, ils n'ont jamais même adhéré à un parti politique. Donc il faut les amener à comprendre l'enjeu politique et l'éducation politique, pour que cette jeunesse aujourd'hui arrive à s'engager. Et cette jeunesse-là, à qui on dit à chaque instant l'opposition unique, un parti unique de l'opposition, candidature unique, ils ne comprennent même pas de quoi il s'agit. Et lorsqu'on leur dit, on dit, OK, s'il n'y a pas de candidature unique, on ne peut pas battre M. Biya, c'est impossible. Ce n'est pas vrai. Ça n'a aucun sens. Pourtant, la démarche, c'est de rassembler... Nous voulons rassembler le maximum, mais nous ne voulons pas faire l'unanimisme dans l'opposition. En réalité, nous savons qu'il y aura toujours des gens que le RDPC va créer. Il n'y a aucun leadership politique aujourd'hui en mesure de gagner le RDPC sans l'adhésion de la population électorale. Et s'il n'y a pas cette population électorale, on a vu en 2018, sur près de 6 500 000 et poussières d'électeurs, seuls environ 3,5 millions ont pris part à l'élection. Et lorsqu'on regarde dans ces 3,5 millions qui ont pris part, il y avait une grande marge de manœuvre sur l'abstention. Donc vous vous rendez bien compte. Moi qui faisais partie d'un bureau de vote, on voyait très bien quelle est la tranche d'âge qui était plus participative à cette élection. C'était des personnes qui étaient âgées entre 50 ans en montant. Donc là, il faut impliquer la jeunesse aujourd'hui dans la gestion de la cité. Et si la jeunesse ne s'implique pas, il n'y aura pas une masse critique de la participation au niveau des élections et le régime pourra continuer à faire ce qu'il fait. Donc il n'y a pas... Moi je dis, il faut absolument que la jeunesse participe. Et la question de la candidature unique va venir après, mais il faut d'abord que les gens s'inscrivent massivement sur les listes électorales et prennent conscience qu'il faut aller participer avec son arme, qui est la carte d'électeur, pour se prononcer pour l'évolution ou le changement de la situation qui prévaut aujourd'hui. Alors on observe déjà une alliance autour du moins que Maurice Kamto, sur la proposition de Jean-Michel Nitieux, conduit. On a cité tout à l'heure la démarche d'Olivier Billet, qui a déjà rencontré Cabral Libi, qui a rencontré Maître Akere Mouna et bien d'autres acteurs. Vous avez cité, et je l'apprends pratiquement, Eline Bilobert, qui lui aussi essaye de mobiliser les gens autour de lui. Est-ce que ce genre d'initiative, justement, n'est pas pour... je veux dire davantage démobiliser l'opinion, la population des électeurs. C'est des ambassadeurs publics. De voir que des leaders d'un certain niveau qui, tout au moins au regard des derniers résultats de l'élection présidentielle, qui ont fait quand même des résultats, je veux dire, 2e et 3e, mais qui, au moment qui s'est peut-être pensé un projet, tout au moins pour l'élection politique ensemble, prennent des chemins différents. André Lutermeka, sur cette question, vous devez boire du petit lait. Non, disons que lorsque vous voyez déjà les approches diffèrent, notamment il y a une sorte de démobilisation où chaque leader essaie de fédérer, ça veut dire que c'est une opposition sans leadership, sans tête. Parce que naturellement, il n'y a personne qui fait autorité pour pouvoir fédérer. Vous savez, fédérer, ce n'est pas la force. Fédérer, c'est une reconnaissance. Vous avez vu ça quelque part? Vous avez vu une opposition où il y a un leader qui fédère? Vous parliez de Macron tout à l'heure qui est arrivé. Non, mais Macron n'était pas seul. Il y avait d'autres gens. Mais il a fédéré donc? Non, il a eu une alliance autour de lui, mais il y avait d'autres candidats. Il n'a pas pu fédérer cela. Et c'est donc André Lutermeka poursuivre. Donc,
à voir, n'est-ce pas, comment les uns et les autres font cette approche. Vous avez Olivier Billet, vous avez Elie Bilobert, vous avez Nietzsche, il y aura beaucoup d'autres qui vont nettement le faire. Que vous allez susciter ou bien qui vont spontanément? Non, mais ça se voit, qui vont le faire. Cela démontre, comme je l'ai dit, qu'il n'y a personne qui ne peut fédérer. Parce que fédérer, en fait, c'est pouvoir concilier les énergies autour d'une personne qui fait l'unanimité, ou qui ne fait pas l'unanimité, mais dont un certain nombre d'assentiments lui donnent du crédit. Donc, cette démarche bigarrée et tout à fait inconstante démontre qu'il n'y a pas de leadership. Je voudrais également dire, et les Camerounais ne sont pas dupes, ils observent, le leadership politique des 40 ans n'a pas changé. Lui qui parle des vieillards, ça n'a pas changé. Mais vous avez vu le prix du carburant, non? On vient de parler le prix du carburant, nous sommes en politique. Ça n'a pas changé. Mais ça fait partie. Ça n'a pas changé. Donnez-moi un leader politique, à part Gabriel Libi, qui est nouveau arrivant. Tous, c'est la même chose depuis 40 ans. D'ailleurs, à l'UDC, le mari est mort, la femme a pris le relais. C'est le même conglomérat qui séquestre les jeunes et qui, chaque jour, est, n'est-ce pas, dans ces démonstrations. Il a fait partie de ceux qui séquestrent les jeunes, le président de la République? Non, je dis le conglomérat de l'opposition qui séquestre les jeunes. S'il séquestrait les jeunes, est-ce que j'allais parler ici? Non, bien ne séquestre pas les jeunes. Toute cette liberté. Pour dire quoi? Pour dire que s'il y a une dynamique, s'il y a une alternative, elle doit venir de l'opposition. Si elle ne vient pas de l'opposition, et s'il n'y a pas un changement de leadership dans l'opposition depuis près de 40 ans, c'est les mêmes gens, Kane, Belebouba, machin, ainsi de suite, Kamto, tout ça, c'est les mêmes gens. Kamto aura 71 ans en 2025. Donc, c'est presque la même structure. Alors, lorsque c'est la même structure, on prend qui? On suit qui? On suit la personne qui est un monument, qui a un vécu comme le président Paul Biya. Parce que si... Et je vous mets au défi, moi je vous mets au défi de me dire si ça a changé, si les leaders de l'opposition ont changé. Et c'est le même scénario. Vous allez voir, chacun de son côté essaie d'emmagasiner un peu sa petite église, il essaie un peu d'amadouer les gens, ainsi de suite. Mais... Tous ces pactes, toutes ces petites alliances ne peuvent mener à rien. Je conclus en disant que, et je le répète, nous allons faire un virage assez important en 2025. Les jeunes ne doivent pas se tromper. Ils doivent suivre le président Priori, ils doivent se retrouver au RDPC, là où il y a de la constance. Michel. Je pense que mon cher ami Meka sur la constance des leaders pendant peut avoir une lecture mitigée. Et j'aurais souhaité bien qu'il prenne son propos avec beaucoup de pincettes. Parce que je suis sur le terrain. J'écoute comme journaliste et je pense que la donne risque de créer des surprises. Que le président Biya va perdre en 2025. Il a déjà gagné. Il a déjà gagné. Mais il vole tous les jours. Je ne prédis pas. Il n'a jamais gagné les élections. Il fabrique les procès-verbaux. C'est comme toi qui a Je ne prédis pas la perte. Oui, mais il fabrique les procès-verbaux. Les mecs, je ne prédis pas. Vous êtes légaliste, non? Non, légaliste avec la Cour constitutionnelle. Emmanuel, légaliste. Le président Biya gagne légalement et vous le savez. Je ne prédis pas on fait les décomptes dans les urnes. Vous êtes légaliste. Vous avez fait disparaître 32 procès-verbaux. dans les villes. Vous avez fait disparaître 32 procès-verbaux. Vous êtes légaliste et républicain. moi je dis je ne prédis pas l'échec de M. Biya. Ça dépendra des forces en présence. Parce que nous avons des militants, sommes après. Mais ce qui est évident, ce qui me paraît être quelque chose de bizarre, c'est que le discours de leadership qui s'opérait à son temps dans des zones risque de vous surprendre. Je prends tout simplement, je viens de quelque part dans l'Umbam et j'ai vu l'agitation autour des dernières élections, les législatives et les municipales. Il y a eu une féroce bagarre entre le RDPC et les partis qui étaient en concurrence. Et c'est pour ça que vous parlez avec beaucoup de certitude et ça m'inquiète. Parce qu'aujourd'hui,
j'ai peur que vous trouviez une espèce de résistance. Pas seulement qu'elle est de nature à confectionner une nouvelle attitude politique dans des zones, mais ça ne serait plus, j'ai peur que ça ne soit plus ce qui a été il y a quelques années. Parce que d'une manière ou d'une autre, la remise en cause des leaders créés par le RDPC. Les gens ont compris que la politique donne quelques petites rentabilités. Bon, laissez-moi que j'ai chuté. Le discours... Non, je parle du discours du RDPC en ce moment. Je dis bien que l'approche que vous vouliez vous faire, en croyant que le RDPC, dans certaines zones, ou à travers ceux dont ils ont fabriqué comme étant leaders, cela n'est plus évident. Et ça, je peux vous rassurer que dans certaines zones, les pièges sont parfaitement bien tendus pour le RDPC et que le discours, peut-être que vous retiendrez une nouvelle approche et avec des jeunes comme Meka. Mais la vieille caste des politiques dans des zones au Cameroun, aujourd'hui dans des régions, le discours de M. Biya venant du RDPC risque de ne pas passer. Peut-être qu'avec la nouvelle formule des jeunes comme les Meka, vous viendrez avec une autre attitude, avec un autre discours. Parce que, d'une manière ou d'une autre, j'ai comme l'impression, à voir ce que je vois politiquement, les discours du RDPC sont apparemment ruinés. Il faudrait trouver d'autres formules pour que nous puissions, pour que le RDPC arrive à prendre vraiment la hauteur dont elle pense avoir de la maîtrise. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, je dis bien, je suis observateur de la scène politique, j'ai peur. Bon, je voudrais dire que un Camerounais bien structuré, bien normal, doit quand même savoir que nous, on nous a promis l'émergence en 2035 et qu'aujourd'hui, il n'est plus question d'en parler. Il doit savoir que nous sommes dans des crises interminables du fait, n'est-ce pas, de M. Biya et ses amis qui sont au pouvoir, avec son casting de personnes, des anciennes personnes qui n'ont pas réussi à entrer dans la modernité et qui ne peuvent pas suivre. Ils doivent savoir que la guerre du Nozo ne peut pas s'arrêter avec ce régime. Parce que ce régime, en tout cas cette guerre est entretenue. Puisque depuis 2016, nous sommes entrés dans cette guerre. On n'a pas d'issue, on ne sait pas comment on va. De toute façon, c'est comme une plaie inguérissable pour le Cameroun. Donc c'est d'autres personnes qui vont trouver la solution. Vous ne pouvez pas être sapeur-pompier et pyromane au même moment. Ceux qui ont créé cette guerre ne peuvent pas avoir la possibilité de résoudre ce problème parce que ça a entraîné des haines interminables. Il faudrait bien que c'est des personnes nouvelles qui arrivent à trouver. La question était sur la diversité des... Alors c'est pour dire quoi? C'est pour dire que nous allons aller sur le terrain pour faire la campagne. Mais il faut noter que Meka est en train de parler des militants, mais le RDPC n'a aucun militant. Le RDPC, voilà comment le RDPC procède. Ils sont implantés. Non, ils ne sont pas implantés. Attendez. Je vous explique comment ils procèdent. Quand ils arrivent dans une localité, il y a le sous-préfet, le commandant de brigade et le chef de village. D'accord. Et les autres ne savent même pas de quoi il s'agit. Donc, le mois venu... Donc, quand ils arrivent dans le village de Meka, même Meka n'est pas... Quand ils arrivent dans le village de Meka, il y a quelques... Je dis qu'ils n'ont pas de militants. Ça veut dire que... Parce qu'il a dit qu'ils ont 4 millions de militants. Ils n'ont pas grand-chose. Donc, quand ils arrivent dans un village, le mois venu, c'est le pain et la sardine qu'on distribue. Et puis... Ça veut dire que vos militants ont voté... Et on change les procédures en 2018. Quand ils disent qu'ils sont implantés dans les 360 communes, ils ne sont pas implantés dans les 360 communes. Chaque fois qu'ils ont nommé un sous-préfet quelque part, ils se disent que le RDPC... Ils n'ont aucun militant. Mais ils n'ont pas de militant. C'est quand même gros. Est-ce que Meka est un militant? Je ne suis pas militant. Meka n'est pas un militant, mais Meka, c'est un profiteur, c'est quelqu'un qui entre dans... Ils auraient tout simplement 360... Non, il est entré dans le parti, il n'a pas de conviction. Quelle conviction? Vous croyez que Meka a la conviction? Il dit ce qu'il dit là. Il nous dit que la magnanimité du président Biya... C'est un moment de respecter... Non, il fait ce qu'il fait là. Tout le monde peut le faire. Non. Tout le monde peut le faire. Mais je te dis que Meka, si ça change maintenant, Meka va être avec nous. N'est-ce pas?
Meka reste là où il y a la marmite. Là où il y a la marmite, là où il peut mettre la main, maintenant même dans la marmite. Pour l'instant, si nous prenons le pouvoir, le changement, ce sera vous. Oui, si c'est ça, et personne d'autre. Je suppose que c'est nous. Et au cas où c'est nous, Meka va être avec nous. Parce que Meka reste là où il y a la marmite, où il peut envoyer la main et prendre un morceau de viande. C'est tout. Meka ne peut pas être opposant. Dans ce cas, Meka, c'est l'intérêt ou c'est l'idéologie? Meka ne peut pas être opposant. Ce qu'il est en train de faire. Non, c'est pour vous dire que le RDPC n'a pas de militant. C'est un illusionniste. Je suis militant depuis 1999. Tu n'es pas militant. Depuis que je suis entré à l'université, je parle à la télé. Là, je le témoigne. Je parle à la télé. Hein. Je suis même lorsqu'il est président de l'association des étudiants. Je faisais déjà la politique à l'université. Je suis l'un des plus irréductibles. Si le régime change, tu vas rester dans le RDPC. Je dis que je suis l'un des plus irréductibles du président Paul Biya. C'est un fidèle, hein? C'est pour ça qu'il a été récompensé comme il est là. Irréductible. Mais pourquoi pour dire quoi? Pour dire pas de récompense. J'en ai vu des récompenses. Pour dire quoi? Il y a plein de compétences. Si c'était pas compétence, il serait plus que ce qu'il est là depuis, bien avant. Moi, c'est un grand frère que je connais bien. Dans la muselée, c'est ça? Bon, il est resté longtemps dans les couloirs. Il est resté longtemps dans les couloirs. Le débat sur moi. Laissez Meka là où il est. Je ne suis qu'un serviteur. Meka lui joue un rôle. Il joue un rôle de propagandiste ou je ne sais pas quoi. Bon, mais j'admire ton courage, mais je plains ton sort parce que les choses vont changer fatalement. Je le dis, nous sommes à la télé. Monsieur Kounié, vous m'avez trouvé en politique. Sur les plateaux politiques et même en politique. Oui, je suis 1999. Je parle à la télé. Tu crois que je fais la politique moi depuis quand? Oh, vous êtes un homme d'affaires, vous faites quelle politique? Moi, je suis un homme d'affaires. Bon, voilà. Pourquoi vous dites depuis quand? En 92, quand ils étaient là, j'étais là. Kounia a gagné les marchés. Je gagne les marchés chez qui? Moi, je peux gagner les marchés. Vous savez, entre nous, les hommes politiques, on a des petits secrets. Je ne vais pas quand même venir dire. Moi, à propos de cette question de... Il peut me voir, mais donc on gagne les marchés dans l'administration. À propos de cette question de la candidature unique en 2025. Oh, j'ai vu que Cabral Libi, par exemple, lui propose une forme de primaire, c'est-à-dire que tout le monde, tous ceux qui prétendent vouloir porter le projet unique se présentent et puis il y a une formule de désignation ou de... Qui désigne? Samuel, il va nous dire. Oui, avant même déjà d'arriver là, moi je veux dire que comparativement à ce que M. Meka dit devant tout le monde, le RDPC à 40 millions, à 4 millions de... Non, rien du tout. C'est le discours mensonger. Et il faudrait bien comprendre que le RDPC n'est pas imbattable. 2018 nous l'a quand même montré, lorsqu'on a vu un jeune qui n'avait jamais fait de la politique en termes de l'affirmation d'avoir un appareil politique qui s'est engagé et à qui on prédisait moins de 0,0001%, il s'en est sorti au moins avec 6% de taux de voix qu'il a obtenu. Et on a vu des jeunes comme Mme Nourane Foster qui sont devenus des députés qui n'avaient jamais fait la politique. Ils se sont engagés en 2020 dans une circonscription électorale comme Vouri-Est, qui était tenue par les cadres du RDPC. Le PCRN a gagné des élections dans cette circonscription, elle est devenue députée. On peut battre le RDPC. Que ce soit, on a vu un arrondissement, une commune tenue par le RDPC pendant 28 ans, comme la commune de Messondo, qui a basculé entre les mains de l'opposition. On a vu beaucoup d'autres secteurs comme ça qui ont basculé entre les mains de l'opposition en 2020. Donc il faudrait que la population camerounaise comprenne que tout dépend d'eux. S'ils participent, ils s'engagent, le RDPC peut être battu. Ce n'est pas une question. Il sera battu. Il ne faut pas qu'on pense que le leadership messianique, qu'il faut un messie qui va arriver pour qu'on gagne le RDPC. C'est chaque citoyen qui peut s'engager pour dire non au RDPC. Quelle que soit la fraude électorale qu'ils peuvent opérer, il s'agit tout simplement de participer, surveiller le vote et être prêt à tout moment de revendiquer son vote. Parce qu'en réalité, si des gens restent chez eux et ils ne participent pas et ils attendent qu'il y ait un leader, là maintenant je reviens sur la coalition, il faut que l'opposition présente une candidature unique, que M. Kamto, M. Libi, M. Joshua, M. tout le monde qui a un parti, qui n'est pas allié au gouvernement, soit ensemble, s'allie comme un rang, et que c'est ça qui va permettre à ce qu'on gagne le RDPC. Ce n'est pas ça qui va gagner le RDPC. C'est la participation citoyenne
à l'élection présidentielle de 2025, tu vas gagner le RDPC. Maintenant, je reviens sur le choix de la stratégie de désignation de celui qui peut diriger la candidature unique. Mais bon, on le sait, dans tous les autres pays, on a vu qu'il y a toujours une entente, soit en 2018, le président Cabral Libi parlait même il avait utilisé un terme. Des primaires? Non, au-delà des primaires, il parlait même du tirage au sort. Donc pour dire quoi? Pour dire qu'il n'y a pas de terme qui peut manquer, il n'y a pas de style qui peut manquer pour qu'il y ait un candidat qui va diriger. Question de sortie. Aujourd'hui, il est en train de parler, des primaires. Mais les primaires marchent. À l'heure actuelle, aux États-Unis, aux États-Unis, Donald Trump est en tête parce qu'ils sont en train de faire des primaires dans son parti. Au niveau des républicains. Les républicains ne sont pas que le parti républicain. C'est pour ça que vous vous trompez. Aux États-Unis, il n'y a pas que 2 partis politiques. Là, les gens se trompent. Mais il y a quand même des partis qui, au-delà d'être au niveau local, s'allient à travers l'idéologie politique. Question de sortie. Et qui, en ce moment-ci, sont en train de lire Donald Trump pour les républicains. Alors, on a parlé de l'expérience des années 90, avec Foundji qui en était leader. On a parlé de l'expérience des années 2000, où Foundji ne s'est pas trop entendu avec Ndam Dioya pour reconduire cette... Nous voici partis avec l'expérience des années 2020, où les têtes de proue de l'opposition, ceux qui ont quand même la parole qui portent, ne s'accordent pas systématiquement sur cette problématique-là. Est-ce que cette stratégie qui n'a pas marché déjà, on dit il n'y a pas 203, les 2 précédentes fois, n'est pas pour conforter l'assise électorale, la victoire du RDPC, du candidat du RDPC en 2025? Michel Michon commence avec vous. Et c'est la question de sortie de l'émission. Mais moi j'ai beaucoup de respect pour les acteurs politiques. Il faut tout simplement voir si ils en ont assez de capacités après ces expériences passées de se reconfigurer dans le contexte actuel et voir si les modules qui pourront mettre en place l'effet d'une candidature unique soit quelque chose de faisable. Le problème, c'est que j'ai souvent, il nous arrive à le dire, tout le monde attend aller au ciel, mais personne ne veut mourir. André Luther. Alors, moi je pense que pour chuter, je pense que il y a une organisation, s'il y a une organisation sincère qui s'opère, l'échec de l'opposition à l'élection future devrait donner encore davantage des enseignements à nos politiques. Mais malheureusement, j'ai comme l'impression que le futur peut nous amener à croire que des choses qui se sont faites et qui se sont opérées avant vont aboutir à ça. D'accord. Sur cette disparité, j'ai fait des dissonances autour de la problématique de la candidature unique. Est-ce que ce n'est pas pour conforter votre position dans une élection future, dans les élections futures? Non, moi je voudrais beaucoup plus parler aux jeunes Camerounais de savoir que les hommes politiques de l'opposition n'investissent pas dans la politique camerounaise. Il y a eu un début à l'époque, dans les années 90. Qu'est-ce que j'entends par investir dans la politique camerounaise? J'entends par investir dans la politique camerounaise, c'est d'accompagner les politiques sociales des Camerounais. Je vais prendre un exemple. Avec l'arrivée des médias, avec des réseaux sociaux, c'est devenu pratiquement des leaders politiques médias. On appelle ça des médias dépendants. C'est-à-dire qu'eux, ils pensent que la politique se fait dans les médias. Je peux citer 10 catastrophes
où il n'y a jamais, l'opposition n'a jamais été sur le terrain. On ne croyait que les ministres du RDPC, les accidents, les ministres du RDPC, vous avez l'essence de l'État. Non, non. Non. Vous avez les moyens de l'État. On est en sortie d'émission. On en demande qu'à celui qui a. Donc, terminé. Les Camerounais connaissent, et c'est pour ça qu'ils votent le RDPC. Ils savent que ce sont des aventuriers. Ce sont des aventuriers parce qu'ils cherchent, n'est-ce pas, un positionnement de leadership pour pouvoir fédérer un certain nombre d'avantages. Je vais conclure en disant que les jeunes qui nous regardent aujourd'hui, pendant 40 ans, ils ont pu voir, ceux qui ont 40 ans, ceux qui ont 30 ans, ils ont pu voir que l'opposition est inadaptée, n'a pas de solution. Et par conséquent, ils doivent suivre, n'est-ce pas, le RDPC. Ils ont subi la misère. En fait, en un mot, s'il vous plaît. Ce que moi je peux dire, c'est que le PCRN, par la voix de l'honorable Cabral Libi, l'a toujours dit et a encore affirmé ça la semaine dernière. Le PCRN est ouvert à toute négociation, à toute entente pour désigner un candidat unique de l'opposition. Les plateformes de négociation qui l'ont approché, d'ailleurs, sont en train de travailler avec tout le monde. Comme vous l'avez surpris. Le bureau politique est en train de travailler. Donc, nous estimons que si tout fonctionne normalement, on pourra avoir une candidature qui va quand même rassembler l'essentiel des forces de l'opposition et de la société civile. Merci. Pour que cela puisse arriver. Emmanuel Kougnani, une minute. Oui, nous avons préféré commencer tôt. Et c'est pour ça que quand nous avons fait le congrès, pour cela que quand nous avons fait notre congrès, on a lancé cette opération. Et nous avons mis sur pied un état-major qui travaille là-dessus. Nous avons notre programme, les 5 piliers à partir duquel nous comptons changer le Cameroun. Et nous sommes prêts à discuter. Ça touche tous les domaines de la vie, de la vie sociale, de la vie politique, de la vie administrative, etc. du Cameroun. Et nous voulons discuter avec les autres. Nous savons que nous n'allons pas faire l'unanimité. Ça, ce n'est pas possible. Nous ne nous attendons pas à faire l'unanimité, à avoir un candidat qui est seul. Parce que le RDPC même va fabriquer des candidats comme les Diogan, les Machés, des choses comme ça. Ils vont en fabriquer. Mais nous, on voudrait avoir l'essentiel de l'opposition avec nous. Diogan n'est pas moins important. L'essentiel de l'opposition avec nous. Et nous pensons pouvoir y arriver parce que nous avons des hommes futés, expérimentés, qui sont en train de travailler sur le projet, et nous pensons que nous avons des arguments suffisants pour amener les autres. C'est pour cela que nous avons dit, nous allons le faire par adhésion, nous allons essayer de convaincre, nous allons rencontrer les autres, nous allons leur dire quel est votre programme, discuter avec eux et leur démontrer qu'on peut faire ensemble, et ceux qui pourront être avec nous, nous allons faire avec eux. Nous, je pense que dans tous les cas, nous aurons la majorité, compte tenu, n'est-ce pas, du climat social, compte tenu du fait que le pays est complètement délabré du fait du RDPC. Je crois qu'un Camerounais normal ne peut plus mettre le bulletin du RDPC dans l'urne. Merci, cher monsieur. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur Table. Bonsoir et à mardi prochain.